Bonjour, ça y est, recording in progress. Donc, bonjour à toutes et à tous. Avec Amélie, on est ravis de vous accueillir dans ce webinaire. Webinaire initialement prévu PACA Corse avec chez nous la petite particularité de venir de ces beaux territoires. Donc, on pourra vous en parler quand on se présentera. Peut-être Amélie, je te laisse te présenter en première. Oui, deux exilés de PACA en terre lyonnaise. Donc Amélie Robert, donc je suis au cabinet Polytéa, responsable du pôle de conseil RH, ce qui est très large finalement, puisque vous êtes tous des acteurs des RH finalement, et vous voyez bien à quel point ces enjeux RH sont larges, protéiformes, et puis moi je parle souvent de cette petite pelote de laine qu'on tire, et finalement où tous les sujets sont un peu imbriqués. C'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui sous le prisme de la mutualisation. Et effectivement, accessoirement, marseillaise. Voilà. C'est pas si accessoire que ça. Euh, donc, donc moi, je m'appelle Mathieu Escura. J'ai cofondé le cabinet Polytéa il y a maintenant 7 ans et demi. Et ça fait un peu plus de 10 ans que j'accompagne les collectivités territoriales sur pas mal sur des sujets RH en travaillant avec Amélie et puis aussi sur des sujets d'organisation plus globalement des collectivités ou encore d'évaluation des politiques publiques. Et donc moi, je suis originaire de Cogolin dans le Var. C'est un peu moins grand que Marseille pour ceux qui connaissent, mais c'est dans la communauté de communes de Pascal Rigaud, ici présent. Et pour la petite histoire, j'ai même grandi, je pense, à 150 mètres du siège de la communauté de communes. J'y Ouais. passais devant tous les jours quand j'étais petit. Mais à l'époque, c'était un hôtel, c'était pas encore une communauté de communes là-bas. Mais bon, là, c'est assez amusant. Et j'ai pu notamment apprendre à Pascal que là où il se gare devant, à l'époque, c'était piscine. Donc, il se gare littéralement sur une piscine maintenant. C'est comme ça qu'on peut le dire. Pour commencer ce webinaire, on va partager un document. Ce document, bien sûr, sera envoyé par Juliette à l'ensemble des participants de ce webinaire. Ça vous permettra voilà, de garder une trace écrite, même si le parti pris qu'on a quand on anime des webinaires, c'est pas forcément de tout rédiger dans le Mm. détail parce que sinon c'est un peu indigeste quand on le présente à l'oral. Donc, n'hésitez pas à repasser par la DGCF si vous avez besoin de retrouver quelques compléments dans le détail. On se fera un plaisir de vous les envoyer, bien sûr. Donc, je vais partager avec vous mon écran. Ça y est, maintenant, on est rodés les consultants pour partager les écrans. Hop. Sur tous les formats, Mathieu. Ouais, sur tous les formats, tous les logiciels. Normalement, on maîtrise maintenant. Donc, effectivement, le thème de notre webinaire, la mutualisation peut-elle être un levier d'attractivité RH? Alors, je ne vous cache pas que quand on nous a proposé ce webinaire, on s'est dit, bon, on connaît la mutualisation, on connaît l'attractivité, on connaît les RH, et on s'est dit, mais quel est le lien qu'on va faire entre ces différents éléments? Et puis, l'échange avec Karine et Pascal nous a bien éclairé sur ce qu'ils avaient en tête, et on a trouvé que c'était un angle d'attaque assez intéressant, finalement, pour discuter d'un objet qui est quand même qui a plusieurs personnalités presque et qui s'appelle la mutualisation. Donc on va revenir ensemble sur ces éléments-là. Euh, Peut-être pour finir le tour de table de présentation, il y a une personne qu'on n'a pas présentée, enfin un acteur en tout cas, c'est Polyteia, c'est le cabinet dont on a le plaisir de représenter aujourd'hui avec Amélie. Donc effectivement, c'est un cabinet qui travaille exclusivement pour les collectivités territoriales. On a 4 grands registres d'intervention. La stratégie territoriale, où on va accompagner les projets de territoire, les projets de mandat, l'évaluation des politiques publiques. On accompagne aussi, à l'époque où c'était la mode, les fusions d'intercommunalités. Heureusement, cette période-là est derrière vous. Je pense que ça en a fait transpirer plus d'un dans la salle. L'organisation, où là, on travaille vraiment sur l'organisation des collectivités, que ce soit à l'échelle de petites équipes ou à l'échelle de toute une administration. On peut même accompagner des projets d'administration. Les ressources humaines, dont Amélie est la digne représentante aujourd'hui, puisqu'elle en est responsable de pôle, où là, on va travailler sur toutes les politiques RH, de la rémunération au temps de travail, la QVT, les répertoires métiers, compétences. Donc, on va vraiment travailler sur tous les outils de la politique RH et sur le repositionnement aussi de l'organisation de la fonction RH. Et puis, le numérique et la relation usagée, où là, on travaille effectivement sur les usages numériques, le déploiement de l'intelligence artificielle. On est beaucoup sollicité en ce moment pour faire des séminaires avec les managers sur ces sujets-là, définir des politiques d'IA dans les collectivités. Et on travaille aussi au déploiement des outils numériques dans les collectivités, dans une position un peu qui fait l'intermédiaire entre la collectivité et les éditeurs de logiciels, pour s'assurer que les outils s'adaptent au processus des agents et pas l'inverse, puisque généralement, quand c'est l'inverse, c'est un peu frustrant.
Donc ça, c'est pour Polyteia et on est, dernier élément, très heureux d'être partenaire depuis maintenant plusieurs années. Je pense que ça doit faire 4 ans ou 5 ans, je n'ai plus la date exacte, partenaire de la DGCF avec qui on anime comme ça et on co-développe des événements ou encore des outils, puisqu'on a même développé un jeu de société l'année dernière avec des adhérents de la DGCF autour de la transformation des organisations. Donc, Juliette pourra vous en parler si vous avez besoin. Donc là, on s'est déjà présenté. Ma photo est ultra pixelisée. Celle d'Amélie, heureusement, j'ai eu cette élégance de la laisser à peu près jolie. Moi, ma photo, elle est pas terrible, mais donc voilà, vous retrouvez juste les deux animateurs de la journée. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre dans le contenu de notre webinaire. Alors, finalement, on entend parler de mutualisation, c'est marrant parce que ça a été conceptualisé et légiféré en 2014 et on a pour autant l'impression que c'est un peu un marronnier de l'action publique. À chaque fin de mandat ou début de mandat, on réentend parler de la mutualisation on a l'impression que ça sort d'outre-tombe, comme dans un vieux clip musical et que c'est prêt à ensorceler un petit peu l'ensemble des territoires. On a eu plusieurs phases sur la mutualisation, mais si on se souvient un petit peu aussi de pourquoi la mutualisation a parfois mauvaise presse, euh, c'est parce que elle a quand même émergé dans un contexte qui était un peu, alors j'allais dire un peu différent du nôtre, même s'il tend quand même à s'en rapprocher dangereusement, je trouve, en ce moment, dans un levier de contraction forte des, euh, des marges de manœuvre financières des collectivités, dans un contexte notamment de réduction de la DGF, hein. Il y avait eu une réduction pluriannuelle de la DGF à l'ensemble des collectivités. Et donc la mutualisation, c'était un petit peu l'outil qu'avait inventé l'État pour dire aux collectivités, on va baisser votre DGF, mais vu que vous allez mutualiser, ça va bien se passer. Alors bien sûr, on sait que c'est pas si évident que ça de faire des économies en mutualisant, et surtout c'est pas très populaire de faire des économies en mutualisant parce que effectivement, on mutualise des équipes qui ont des cultures de travail différentes pour en plus réduire potentiellement les moyens de leurs actions. Donc c'est pas si évident que ça à mener. Et les retours d'expérience nous ont plutôt montré et démontré que la mutualisation permettait de faire plutôt des économies sur des achats futurs, c'est-à-dire en fait des compétences, si on se les était payées tout seul, elles nous auraient coûté beaucoup plus cher que si on les avait mutualisées. Donc ça permet d'avoir accès à des choses, mais ça ne permet pas forcément de faire des économies directes. On a eu ensuite une deuxième phase après cette grande phase de réduction de la DGF et d'optimisation des moyens des collectivités. Alors, je disais que ça peut ressembler un petit peu à la période qui s'ouvre, puisque, bien sûr, l'État semble déterminé à faire des économies. Il a déjà fait une belle passe décisive aux collectivités en expliquant qu'elles étaient en partie responsables du déficit, même si je crois que votre ministère de tutelle a déjà un petit peu rétro-pédalé sur cette question-là, mais il y a fort à penser que les collectivités soient peut-être mises directement ou indirectement à contribution. Deuxième phase de la mutualisation, ça a été la phase pendant laquelle on a utilisé la mutualisation et d'autres outils pour intégrer le bloc communal. Donc, on a été vraiment dans des phases d'intégration intercommunale, c'est comme ça qu'on l'appelait. Il y avait les fusions de PCI, et puis il y avait vraiment cette montée en puissance du fait intercommunal et du fait régional en parallèle, avec vraiment une phase de partage de moyens, mais au niveau de l'intercommunalité très souvent, pour finalement intégrer la manière dont on construisait, dont on pensait l'action publique. On voit aujourd'hui que ces mouvements-là ont été quand même assez rapides, ils ont été parfois pas très bien vécu par les communes elles-mêmes. Et surtout, ça a installé une relation commune-communauté qui était quand même plutôt proche de ce que tu me prends, je l'ai plus, et ce que je te prends, je l'ai en plus. Donc en fait, il y avait un peu un jeu à somme nulle qui avait été un petit peu construit dans cette séquence-là et qui n'a pas forcément laissé la meilleure des traces. Et nous, le pari qu'on fait et qu'on vous propose d'explorer à travers ce webinaire, c'est de construire un peu de nouvelles séquences sur la mutualisation en se disant, est-ce que au mandat prochain, la mutualisation pourrait arrêter d'être un objet douloureux de la relation commune-communauté? On a l'impression que finalement, on arrache quelques mutualisations aux communes qui ont l'impression qu'elles se sont fait arracher une partie de leur corps, elles aussi, pour devenir un véritable outil de coopération territoriale. Et à travers les différents thèmes qu'on va prendre, on va essayer de vous illustrer que finalement, la mutualisation, loin d'être un moyen, peut parfois être une solution à certains défis que vous allez rencontrer et que vous rencontrez déjà en partie, hein, mais qui vont s'intensifier dans les prochaines années. Et donc, on sera d'ailleurs
très heureux de vous écouter aussi sur ces sujets-là pour vous permettre voilà, de partager aussi votre expérience. Pour bien connaître quand même la région PACA en étant originaire, je sais que la mutualisation n'est pas forcément l'objet qui a été le plus développé ces dernières années, mais justement, ça peut être un objet positif qui peut permettre de travailler cette coopération commune-communauté qui a encore parfois un peu de mal culturellement à émerger dans notre belle région PACA. Alors, on commence juste un petit rappel quand même. Alors, vous avez vu, les consultants, on adore les schémas, donc on fait des schémas. Vous nous excuserez, mais ça permet de rendre les choses un petit peu visuelles. De quoi on parle quand on parle de mutualisation? C'est quand même bon de se rappeler qu'on parle d'un spectre qui est quand même assez large. Si on parle du niveau d'intégration ou d'engagement dans le processus de mutualisation, je vais commencer par la gauche. On a déjà, premier élément, c'est une forme d'entente ou de coopération thématique. Donc en fait, on prend un sujet, une politique publique et on décide en fait de réfléchir et de construire des choses ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on partage tout de suite des moyens, des financements, des personnes, des outils, mais en tout cas, on se coordonne et on fait des choses sur un thème. On verra qu'il y a déjà pas mal de choses à faire sur ce plan-là. On a un niveau un petit peu plus intégré, un petit peu plus ambitieux, où là, on peut faire vraiment du groupement de commandes, donc acheter ensemble, vous l'avez peut-être déjà fait, ou alors partager des connaissances, des outils ou du matériel. Donc là, on est vraiment sur du partage de contenu physique ou immatériel. On peut ensuite aller un petit peu plus loin et procéder à une mise à disposition d'agents ou de bouts d'agents. Alors j'adore quand on disait ça en réunion, on parle de bouts d'agents, ça met beaucoup de baume au cœur des personnes concernées. En tout cas, on peut mettre à disposition une partie de leur temps, si on veut le dire plus élégamment, ou mettre à disposition même du temps d'un service ou d'une équipe euh, à destination peut-être des communes du territoire. On peut ensuite aller encore plus loin, et c'est la forme la plus intégrée de mutualisation, c'est créer un service commun. Alors l'exemple que vous connaissez toutes et tous, pour peut-être en avoir déjà sur votre territoire, c'est les services communs d'instruction et d'autorisation du droit des sols, des ADS, qui sont en fait des services communs, donc des équipes qui sont entièrement financées par l'ensemble des collectivités qui ont décidé d'utiliser leurs services. Et donc, on est sur un service commun avec un rattachement, certes souvent hiérarchique à l'intercommunalité, mais avec un management fonctionnel de la part de l'ensemble des financeurs de ce service. Et ensuite, on a une forme qui est déjà plus de la mutualisation, mais qui est quand même, l'intercommunalité est un outil de mutualisation de certaines politiques territoriales, il y a le transfert de compétences. Donc, ne pas oublier qu'il y a quand même tout ce spectre, et dans les exemples qu'on va vous donner pendant ce webinaire, tout ce spectre sera potentiellement mobilisé parce qu'on ne peut pas toujours aller tout de suite à la forme de mutualisation la plus intégrée parce que le fait intercommunal ne s'impose pas de la même manière sur l'ensemble des territoires. Est-ce que juste avant qu'on passe sur le contenu du coup de ce que peut être la mutualisation sur le mandat prochain en lien avec les défis d'attractivité, les défis de transition écologique, etc. Est-ce que vous avez juste des questions ou des remarques là-dessus avant qu'on poursuive? Euh, Pas de remarque, simplement pour dire que nous avons accueilli deux personnes, donc Gilles Meunier et Marie Sauve. Voilà, donc nous sommes deux de plus. Pour votre info, comme je sais que vous ne voyez pas l'écran, Mathieu et Amélie. C'est gentil, merci Juliette. Eh bien, bienvenue Merci. à Madame Sauve et à Monsieur Meunier. Bienvenue dans ce webinaire. Du coup, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le contenu de notre webinaire. Le parti pris qu'on a eu avec Amélie, c'est de prendre quatre thèmes, alors qui font écho hein, avec l'angle d'attaque du webinaire auquel vous êtes inscrit, et essayer de vous montrer à chaque fois, en deux temps, en quoi la mutualisation peut être un outil, j'allais dire intéressant, mais parfois même indispensable, nécessaire, pour vous permettre de répondre aux défis qui vont se présenter à vous sur cette fin de mandat déjà, mais certainement pour bien préparer aussi le mandat suivant. Donc, il y aura à chaque fois deux temps sur chacun des thèmes là qu'on vous présente, donc l'attractivité, la transition écologique, l'intelligence artificielle et plus globalement le numérique, et puis la partie GPEC intercommunale. Deux temps, donc je disais, un premier temps où on va essayer de vous expliquer en quoi ces éléments-là sont un défi. Alors, pour beaucoup d'entre eux, vous le savez déjà très bien, mais c'est plutôt en quoi c'est un défi qui forcément questionne la manière dont on l'organise sur le territoire. C'est plutôt dans cet angle-là qu'on va essayer de le présenter. Et derrière, on vous montrera des exemples, euh,
de territoires qu'on a eu le plaisir parfois d'accompagner, parfois non, euh, mais qui ont déjà engagé des choses sur ce sujet-là pour vous permettre finalement aussi d'avoir une capacité de projection sur, en fait, si on devait faire quelque chose, ah, mais il y en a déjà d'autres qui ont déjà commencé à le faire. Vous pourrez d'ailleurs vous rapprocher d'eux, puisque certains font partie du réseau, pour pouvoir finalement en savoir un petit peu plus sur la manière dont ils ont construit ça. Et pour certains d'entre eux, le cabinet Polytéa l'a accompagné, donc on pourra répondre peut-être à vos questions. Donc on aura systématiquement quelques éléments théoriques pour poser un petit peu en quoi ce sujet est un sujet et que la mutualisation est un levier intéressant, parfois nécessaire, et puis des exemples pour vous permettre de donner corps aussi à ce qu'on va se dire sur le champ théorique. Mathieu, peut-être je complète par deux éléments ce que tu as dit. Le premier, effectivement, c'est déjà le prisme de départ qu'on a pu avoir quand on a construit cette intervention pour vous. C'était de se dire, il y a une question d'échelle, hein. En fait, quand on parle de mutualisation et quand on s'adresse à vous, donc sur le volet intercommunal, il y a une question d'échelle. Pourquoi est-ce que dans ces défis-là, hein, je pense alors notamment les trois premiers défis, hein, attractivité, transition écologique, IA et numérique, en quoi est-ce qu'en fait l'échelle intercommunale, elle est peut-être parfois la plus pertinente pour répondre à ces défis-là. On parlera de ces défis, mais aussi effectivement pourquoi cette échelle, elle nous paraît la plus pertinente. Et je mets volontairement la GPEC un peu intercommunale à part, parce qu'en fait la GPEC, pardon, intercommunale, c'est un outil. C'est pas un défi en tant que tel, comme l'attractivité, la transition écologique et l'IA et le numérique. C'est un outil. Et en fait, c'est aussi, on va le voir, c'est pour ça qu'on en parlera à la fin, c'est un peu une manière de boucler la boucle, parce que ça répond finalement à ces trois premiers défis dont Mathieu notamment va vous parler. Effectivement, merci Amélie. J'ai l'impression qu'on est sur un plateau télé quand on fait ça en webinaire, j'adore. Merci Amélie pour ce complément utile. Je vous propose sans plus tarder qu'on aille sur l'autre premier défi, la mutualisation comme outil d'attractivité. Donc, on va essayer déjà de qualifier ce défi-là et en quoi effectivement l'intercommunalité et l'échelle intercommunale et du bloc communal est un outil, une échelle pertinente. Donc, premier élément, vous le savez, des départs massifs à la retraite. Alors, parfois, c'est extrêmement massif, hein. On a des collectivités où, dans les 5 prochaines années, dans les services techniques, vous avez 40% des effectifs qui vont prendre la retraite, quoi. Donc, en fait, c'est quand même assez massif. Ça veut forcément dire qu'on va avoir un volume de recrutement qui va être beaucoup plus élevé et qu'il va falloir donc arriver à muscler un petit peu les pratiques, les outils et les équipes du recrutement, puisqu'on va avoir des volumes beaucoup plus importants de recrutement. Et ça, c'est sans compter le turnover qui augmente un peu plus dans les collectivités, et pas que dans les collectivités d'ailleurs, un peu chez tout le monde, et qui fait qu'on a, voilà, l'exercice du recrutement, on doit le faire de plus en plus souvent, mais en plus de ça, l'assiette avec les départs à la retraite va aussi augmenter. Donc, premier élément, il va falloir qu'on recrute en volume beaucoup plus important. Deuxième élément, une relative perte d'attractivité de la fonction publique, grâce notamment à toute la bonne presse. Alors, je ne parle pas des journalistes ici présents qui, eux, ont plutôt des bons mots pour la fonction publique et c'est tant mieux. Mais on voit bien qu'il y a une image de la fonction publique qui s'est en partie détériorée et qui ne va pas aider forcément à se rendre visible, à se rendre crédible en tant qu'employeur vis-à-vis de d'autres employeurs potentiels sur un territoire. Alors, Et sachant donc, juste peut-être, Mathieu, je complète oui, un mot sur ce que tu as dit. Il y a une question d'image. Alors, nous, pour travailler beaucoup sur les questions d'attractivité notamment, il y a une question d'image. Il y a aussi des questions de qu'est-ce qu'on offre à des candidats, c'est-à-dire aussi, on a une forme un peu, et là, j'utilise volontairement ce terme-là, d'offre employeur, qui est parfois encore un peu en décalage avec des attentes de candidats, hein. Donc, ça va un peu plus loin que la question de l'image quand même. effectivement, et on pourra en reparler en fin de webinaire en échange libre si vous le souhaitez, puisqu'on anime aussi avec la délégation Île-de-France un cycle autour de l'attractivité et des nouvelles pratiques de recrutement. Nouvelles pratiques de recrutement, troisième défi, on voit bien, mais comme tu le disais très justement Amélie, on a des attentes et des aspirations qui sont différentes, on a des processus de recrutement qui évoluent, les candidats se trouvent plus aux endroits où on les cherchait habituellement, on a parfois du mal même à les trouver, on ne sait pas où ils se cachent. Et puis, on a pas mal de filières métiers sur lesquelles en fait, les candidats sont déjà en poste, hein, ils ne cherchent pas un emploi. On est sur du quasi plein emploi sur plein de filières métiers. Et donc, comment on arrive à recruter? Ça, il faut qu'on arrive à s'y prendre différemment. Et vous verrez que même des petites intercommunalités ont trouvé des idées très ingénieuses pour le faire. On vous le présentera.
Des filières métiers en pénurie durable, effectivement. Alors, depuis déjà quelques années, on parle du numérique. En fait, aujourd'hui, on en a quand même vraiment, on a l'impression que la moitié des métiers de la collectivité, des collectivités sont en potentielle pénurie sur les territoires. Euh, on a notamment, par exemple, travaillé pour la région Bretagne. On se rendait compte que sur toute une série de leurs métiers, on a travaillé avec France Travail et on a pu se rendre compte qu'il y avait 2 fois plus d'offres d'emploi que de personnes qualifiées sur le sujet à la recherche d'un emploi sur le territoire. Donc effectivement, ça vous donne un peu l'idée et le niveau de tension et de pénurie qu'on peut avoir sur certains métiers quand on a 2 fois plus d'offres d'emploi que de candidats déclarés qualifiés sur le sujet, sur le territoire. Et puis un Et renversement. Oui, juste Mathieu, excuse-moi, je complète un élément là sur les éléments de filière métier en pénurie. Souvent, c'est vrai qu'on a tendance, et là même dans ce webinaire, on va se centrer sur la transition écologique, sur le l'IA et le numérique. Ça, effectivement, on a tendance plutôt à en parler comme métier d'avenir, même si en fait, avenir, c'est aujourd'hui hein, sur ces métiers-là. Mais toujours est-il qu'effectivement, on se centre beaucoup sur ces métiers-là parce qu'on se dit ce sont des compétences qu'aujourd'hui soit on ne maîtrise pas, soit enfin, voilà, qu'il va falloir aller chercher ailleurs. Pour autant, j'insiste aussi, et je pense que vous êtes les premiers à vous en rendre compte, on a aussi plein de filières et de métiers en tension aujourd'hui. Les compétences, elles existent, on les connaît, on sait les développer. Pour autant, effectivement, ce sont des manques de ressources, hein, des manques de candidats, des manques de personnes. Donc, ce ne sont pas nécessairement voilà, je fais la différence entre les métiers en tension et entre guillemets les métiers d'avenir. Où, en fait, on ne va pas avoir tout à fait les mêmes stratégies pour aller les chercher. effectivement, c'est très juste. Pardon, si je peux Oui, intervenir, Amélie, en fait, justement, quand tu disais tout à l'heure, la GPEC, un outil, on sait qu'on a des métiers en tension, comme tu viens de le dire, mais il ne s'agit pas toujours d'aller chercher les ressources à l'extérieur, parce qu'en plus, Tout à on fait. a quand même des agents publics. Donc, moi, typiquement, qui suis en train de travailler sur l'IA, je veux travailler sur l'aspect organisationnel et tout ce qui est formation pour faire monter en compétence mes agents sur les métiers qui vont être percutés. Donc, on n'est pas toujours en train de se dire, on va aller chercher ailleurs. C'est juste qu'on est en train d'avoir en gros un organigramme idéal de ce qu'on a besoin dans les 5 ans à venir et comment on y va. Donc, les métiers en pénurie, en fait, des fois, on arrive, quand on les anticipe, on arrive à peu près à les canaliser en interne. Ce qui donne du sens d'ailleurs et qui répond aussi parfois à l'image qu'on peut avoir. Parce que quand les agents savent qu'ils ont une possibilité de mobilité interne, ben, l'image de la collectivité, elle s'améliore également et son attractivité aussi. Tout à fait. Et d'ailleurs, justement, on en parlera, hein, c'est tout l'enjeu de la GPEC, se dire, ben, on a des besoins en ressources et en effectifs, on va les chercher où? Est-ce qu'on va les chercher en interne? Est-ce qu'on va les chercher en externe? Est-ce qu'on va les chercher sur le bassin d'emploi à l'échelle intercommunale? Tout ça, on en parlera tout à l'heure, effectivement, dans le volet GPEC intercommunal. Mais effectivement, ce sont des stratégies qui peuvent être plus ou moins différenciées en fonction des besoins, en fonction des compétences qu'on va aller chercher. et la mutualisation peut être un outil super intéressant puisque ça augmente le nombre de personnes potentielles qui peuvent, par exemple, faire une évolution professionnelle pour aller sur des métiers sur lesquels on aura de toute façon du mal à recruter. Ça suppose de s'y prendre un peu plus en amont, mais par contre, c'est effectivement un outil très intéressant. Et dernier défi auquel vous vous retrouvez confronté, c'est le renversement du rapport de force entre employeur et employé. Il n'y a qu'une phrase qui permet de le synthétiser, je trouve, de manière assez bien, c'est on ne sait plus vraiment qui recrute qui. Parfois, on a l'impression que c'est l'employeur qui passe un entretien d'embauche. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur l'expérience candidat. Et donc, on voit bien que tous ces défis-là supposent de totalement changer la manière dont on recrute. Et en plus de le faire dans un volume demain qui sera encore plus important qu'aujourd'hui. Donc tout ça mis bout à bout, bah, nous fait dire que comment on arrive à créer une taille critique d'action sur l'attractivité à l'échelle d'un bassin d'emploi, puisqu'on voit bien que si chacun y va en ordre dispersé, on a du mal à être visible, on a déjà un déficit d'image au départ. Et puis comment on arrive justement à se rendre visible dans la compétition entre employeurs, puisque si on a dit qu'il y avait sur certaines filières métiers, certains territoires, 2 fois plus d'offres d'emploi que de candidats, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu. Et pour ça, ça suppose quand même de transformer en profondeur nos fonctions de recrutement et d'attractivité dans les collectivités. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, une fois qu'on a posé ces défis, de vous donner 2 exemples de mutualisation de collectivités qui sont confrontées un peu à ces défis-là et qui ont essayé de mettre en place des choses et qui ont plutôt réussi aussi, puisqu'on essaie de vous montrer que des exemples qui réussissent. La première, vous la connaissez peut-être, elle est partenaire de la DGCF, c'est l'agglomération de Loire-Forêt. Eux, ils ont eu une problématique. Donc, Loire-Forêt, c'est à Montbrison, donc au nord de Saint-Étienne. Ils ont 87 communes, ils ont ce plaisir.
87 communes dans l'intercommunalité, 1h30, et ça je peux en parler pour le coup, pour traverser le territoire du sud-est au nord-ouest, puisque c'est comme ça que le territoire se déploie. 87 communes, dont beaucoup ne dépassent pas les 1000 ou 1500 habitants. Ça va être 70% de leurs communes qui sont en dessous de 1500 habitants. Donc on a forcément des petits secrétariats de mairie et en fait une grosse perte de vitesse avec beaucoup de tensions, c'est-à-dire en fait juste des secrétariats de mairie sur lesquels on n'arrivait plus à recruter sur le territoire, sur plusieurs communes de ce territoire, et donc un vrai risque sur la continuité de l'action publique territoriale. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ben, à l'Interco, hein, on va prendre le sujet à bras le corps. Et ils ont, petit à petit, en travaillant avec les communes notamment qui faisaient face à cette pénurie, ils ont d'abord essayé de recruter à leur place. En disant, ben, si nous, on s'y met avec nos équipes de recrutement, on va vous trouver des secrétaires de mairie. Ben non, ils n'ont pas forcément réussi à trouver des secrétaires de mairie pour toutes les communes. Parce que les emplois en tant que tels n'étaient pas totalement attractifs, c'était des bouts de temps, les communes étaient un peu en ordre dispersé sur le territoire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini avec ces communes, et il y en avait déjà plusieurs, il y en avait 8 au départ qui rencontraient ces difficultés. Aujourd'hui, elles sont un peu plus nombreuses encore sur le service commun dont je vais vous parler. Elles ont créé un service commun. Ils se sont dit, mais en fait, nos emplois, ils sont pas attractifs pour ces secrétariats de mairie parce que on enferme un agent sur un territoire, sur un bout de temps de travail. Il a du mal à trouver des compléments même pour son temps de travail et sa rémunération aussi, hein. Et donc, en fait, ils ont petit à petit créé ce service commun avec du coup des secrétaires de mairie mutualisés entre une, deux, trois communes parfois, en fonction des temps de travail qui étaient nécessaires sur chacune de ces communes. Donc, qu'est-ce que ça a permis? Alors déjà, ça a permis de staffer les secrétariats de mairie de ces communes, ce qui était quand même un élément un peu clé. Ça a quand même bien redoré le blason, s'il y en avait besoin, de l'intercommunalité auprès de ces petites communes. Hein, c'est certainement la meilleure valeur ajoutée qu'elles pourraient jamais leur apporter de manière très directe, en fait. Elles ont aussi outillé, grâce à ça, les communes. Elles avaient des logiciels obsolètes. En fait, l'intercommunalité a porté juste la mise à disposition de nouveaux logiciels et de logiciels surtout communs pour permettre aux secrétaires de mairie qui allaient d'une commune à l'autre de pouvoir travailler quand même sur les mêmes outils. C'est quand même pas si évident que ça de faire trois communes avec trois outils différents. Et le dernier point, c'est que finalement, ils ont réussi, grâce à ça, à créer des sentiments et des vies d'équipe pour des secrétariats de mairie qui étaient quand même Mm. des postes éminemment solitaires. Je sais qu'on entend beaucoup, et notamment dans la Gazette ici présente, pas mal d'articles à juste titre sur les secrétariats de mairie et les difficultés qu'on a à assurer la continuité de service dans les secrétariats de mairie. Le fait que ce soit un travail solitaire et sur un bout de temps de travail, c'est quand même les deux éléments clés aujourd'hui qui rendent ce poste-là difficile et donc sur lequel on a moins de vocation. Pour le coup, là, c'était une réponse directe à ces éléments-là. Aujourd'hui, ce service commun, c'est, je crois, de mémoire, une quinzaine de communes. Donc, on a quand même déjà pas mal de monde, sachant que d'autres communes ont une taille critique qui permet d'avoir des postes à temps complet. Et surtout, il y a plus de vacances de poste, en fait. Il y a systématiquement quelqu'un qui peut prendre même l'intérim quand une personne part. En fait, on a toute une équipe qui peut potentiellement assurer la continuité de service pour l'équipe municipale de la petite commune qui a perdu son ou sa secrétaire de mairie. Donc ça, c'est un premier exemple comment la mutualisation était un outil qui a permis de rendre beaucoup plus attractif le poste de secrétaire de mairie et en plus donner un très beau rôle à l'Interco sur ce sujet. Mathieu, Mathieu, je me permets d'insister un tout petit peu sur un point que tu as donné parce qu'effectivement, moi, je connais aussi un autre exemple qui est très très proche de celui que tu viens de donner, qui est donc celui du Grand Dole, où j'insiste sur le point du collectif. Effectivement, pour pallier le sentiment d'isolement donc des secrétaires de mairie sur les toutes petites communes, et notamment donc sur le Grand Dole, un élément sur lequel ils ont effectivement assez insisté, c'est l'animation de ce collectif de secrétaires de mairie avec des temps d'échange, des temps collectifs, des temps où on se rencontre pour pouvoir échanger sur sa pratique, pour pouvoir rompre ce sentiment d'isolement. Et ça, c'est un élément qui, pour le coup, joue beaucoup aussi sur la question de l'attractivité de ce métier. Hein, au-delà, effectivement, des questions de temps de travail et de rémunération qui sont effectivement essentielles. Complètement. Et d'ailleurs, il y a tout un dispositif d'animation prévu aussi effectivement à Loire-Forêt pour animer toute cette équipe. Donc ça crée vraiment un sentiment d'équipe qui est pas anodin sur ces métiers-là. Deuxième exemple qu'on va mobiliser, la communauté de communes de Centre Morbihan. Donc là, on parle Bretagne.
C'est un peu plus pluvieux que PACA, mais c'est bien aussi, c'est joli. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? En fait, ils se sont rendus compte que, ils étaient un territoire plutôt encaissé, pris entre des territoires beaucoup plus attractifs qu'eux, les territoires littoraux, le bassin rennais. Donc, ils se situent un petit peu à l'intersection de l'ensemble de ces territoires-là. Et donc, ils avaient des difficultés à recruter, eux, et des difficultés à recruter dans leur commune. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont fait quelque chose qui se fait dans le privé, qui se fait pas encore, à ma connaissance, à part chez eux, dans le public, et qui était quand même assez culotté. C'est qu'en fait, ils ont fait ce qu'on appelle de la programmatique RH. Qu'est-ce que c'est que de la programmatique RH? Bah, typiquement, ils voulaient recruter des professeurs de musique sur leur territoire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés sur Facebook Ads, donc le moteur de publicité de Facebook, et ils ont ciblé des gens qui étaient intéressés par la musique, qui avaient fait une école de musique et qui étaient pas très loin du territoire et potentiellement même à la recherche d'un emploi ou qui pourraient être à la recherche d'un emploi. Et en fait, ils leur ont envoyé sur leur mur Facebook, sur leur fil Facebook, des publicités pour leur dire qu'ils recrutaient. Eh ben, ils ont reçu 40 candidatures. Donc c'est quand même assez énorme. Alors bien sûr, dans les 40, il y avait des gens qui jouaient de la flûte en troisième, hein, donc ça a pas marché. Mais ils ont eu pas mal de candidatures et surtout, ils ont réussi à recruter des gens en fait. Ils ont recruté des professeurs de musique grâce à ça. Ils sont d'ailleurs membres du cycle ADGCF Île-de-France Bretagne et ils nous ont partagé cette intervention réussie. Et ils se proposent demain potentiellement d'ouvrir cette ingénierie-là aux communes pour leur permettre, elles aussi, de pouvoir recruter en diffusant leurs annonces poussées via de la publicité sur Facebook. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces annonces-là, elles ne sont pas dans une page emploi où seuls les gens qui sont à la recherche d'un emploi vont. En fait, elles apparaissent sur les fils d'actualité des gens qui ont les profils qu'on recherche, mais qui sont peut-être pas forcément à la recherche d'un emploi. Mais si on s'est dit tout à l'heure qu'une bonne partie des gens sur certaines filières métiers étaient déjà en emploi et pas forcément à la recherche active d'un emploi, il faut qu'on arrive à se rendre visible autrement parce qu'ils vont pas visiter nos sites d'emploi, ils vont se retrouver invisibles, nos sites d'emploi et nos offres d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont poussé directement sur leur fil Facebook et ça a fonctionné. Ça a suscité quelques vocations. Alors, bien sûr, ils ont fait ça bien, ils ont mis de belles images, ils ont rendu ça attractif, ils n'ont pas publié une fiche de poste, hein, mais ça a très bien fonctionné et ils se proposent demain d'ouvrir cette ingénierie-là aux communes du territoire qui, du coup, bien sûr, sont très heureuses de voir potentiellement demain ce service ouvert aux membres du territoire. Avant qu'on passe au deuxième sujet, est-ce que sur ce qu'on a partagé là, est-ce qu'il y a certains qui ont des, alors soit des questions, soit des remarques, soit des compléments, soit au contraire des super initiatives aussi à partager avec le groupe? On est à votre écoute, si vous avez des questions, bien sûr. Ou plus simplement, qu'est-ce que ça vous évoque? Ce qui vient d'être dit, dans les défis, peut-être que, est-ce que vous en avez d'autres en tête qu'on n'aurait peut-être pas suffisamment mis en avant? Est-ce que vous êtes prêts à faire de la pub sur Facebook demain, mutualisée pour le territoire? Moi, je pense que c'est un des sujets. On est trop lent dans nos processus de recrutement. On balance des fiches de poste au lieu de faire des offres d'emploi. Je pense qu'on a beaucoup à regarder la façon dont recherchent les entreprises, en fait. On est resté dans on a une image un peu qui est un peu avec de la cire, hein, à mon avis, là-dessus. Et je pense qu'il faut secouer le cocotier. Tous les réseaux sont une bonne chose. Moi, je trouve ça génial ce qu'ils ont fait dans cette interco. Alors, les secrétariats de mairie, je trouve ça super. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose où l'interco, elle se positionne quand il y a un problème sur plusieurs communes. On essaye de trouver une solution commune. Mais d'aller faire de la pub ciblée sur Facebook, c'est vraiment, là, on est dans de la recherche, d'aller chercher des gens, comme tu le disais tout à l'heure, qui sont en poste en plus, et de leur dire, où on est là, on fait des trucs super, venez voir. Je trouve que c'est vraiment, leur initiative est géniale. Il faut qu'on dépoussière nos façons de recruter. Ça, c'est évident, parce que on s'adresse en plus à une génération qui est quand même beaucoup plus connectée sur les réseaux, de devoir faire des CV, de l'aide de motivation. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une lettre de motivation quand on cherche un Reaper? C'est une question. Les speed dating aujourd'hui qui marchent aussi sur les trucs de recrutement, c'est plus, suivant les postes, ça peut être davantage de réponses. Et je pense qu'on a intérêt, oui, à sortir des ornières qu'on a et pas mettre 4 mois à recruter quelqu'un comme on sait le faire aujourd'hui. Mais moi, la première, hein. Donc, mais il faut qu'on réfléchisse et qu'on soit un peu plus réactif.
si on veut effectivement avoir le rapport de force, comme tu le disais tout à l'heure, entre les employés et employeurs. Quelqu'un qui postule au mois de juin et qui a une réponse au mois d'octobre, il a eu le temps d'avoir 15 propositions d'ici là et évidemment de plus être disponible au moment où nous, on essaye de le recruter. Effectivement, et je pense que enfin, nous, on trouverait intéressant, alors il n'y a pas encore de territoire qui le fait, hein, mais de vraiment mutualiser des équipes à l'échelle d'un territoire pour permettre d'avoir une vraie force de frappe sur le recrutement, sur la visibilité employeur. Et beaucoup nous disent, oui, mais on est aussi concurrents entre nous. Mais vaut mieux qu'il y en ait un dans le territoire qui ait un talent plutôt qu'il y en ait zéro. Et donc aujourd'hui, on a des petits services de recrutement ou parfois des gens qui font ça sur un bout de leur temps de travail qui essaient de recruter dans les communes et parfois même dans les intercos, alors qu'en fait, si on se met ensemble, on a une taille critique qui permet quand même de pouvoir déployer d'autres outils, d'autres pratiques et d'être beaucoup plus rapide dans le processus de recrutement. Donc ça aussi, c'est certainement une perspective intéressante. Et si l'attractivité devait devenir encore plus prégnante en termes de défis dans les prochaines années, je pense qu'à un moment donné, il faudra forcément se poser cette question à l'échelle des blocs territoriaux pour arriver à avoir des tailles critiques suffisantes parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être 0,8 ETP à faire du recrutement pour recruter 100 personnes, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible de faire ça sur un territoire, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on partage à travers ce webinaire sur ce thème. Moi, simplement pour ajouter sur la question des secrétaires de mairie, on a plusieurs exemples au sein du réseau ADGCF, mais qui vient effectivement d'une réflexion qu'on mène depuis à peu près 2, 3 ans, je dirais, sur le sujet. On a aussi la communauté de communes du Bugey Sud dans l'Ain, qui est en train de le mettre en place. Je sais pas si Mathieu, Amélie, vous avez un peu suivi le sujet, mais Florence Cornier-Picotin, la DGS, est en train de le déployer. On a aussi la communauté de communes Mademoiselle à cheval entre la Meuse et la Meurthe-et-Moselle qui le met en place depuis assez longtemps aussi. Donc c'est quand même des choses aussi qui voilà, existent. Alors pour le coup, comme ou aglo, enfin c'est pas tant le sujet, c'est plus euh, la taille du territoire, enfin ça, la taille des communes, on va dire, le nombre de communes qui jouent plutôt, mais voilà, en tout cas ça se développe. Effectivement. Et parfois, ça rend beaucoup plus attractif certains emplois. On pourra y venir après aussi sur d'autres registres. De Si notre je côté, poursuis. Oui, pardon. Alors, pardon. je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole. Oui, on vous écoute. Oui, de notre côté, à Terre de Provence, effectivement, il y a quelques mois, on était vraiment en souffrance sur les recrutements. Je partage complètement l'avis de Madame Briand sur le fait que on manquait d'audace sur l'urgence à recruter. En fait, on restait dans des schémas très classiques de recrutement où on attendait d'avoir beaucoup de candidatures pour les analyser, pour déclencher les entretiens, etc. Donc, face à l'urgence, hein, on a pris le risque d'effectivement plutôt instruire les candidatures au fil de l'eau, déclencher des entretiens plutôt au fil de l'eau plutôt que de faire des gros staffs où on se bloque 2 jours pour comparer une dizaine de candidats où au final on n'en peut plus d'entendre. Et ça nous a permis vraiment de gagner en réactivité et je pense que les candidats, effectivement, nous ont moins échappé. Parce que ça, c'était une évidence, c'est que quand on traite les candidatures au bout de 2 ou 3 mois réellement et qu'on commence à contacter les candidats potentiels seulement au bout de 3 mois de publication, c'est trop tard et il faut recommencer. Il y a un autre point qu'on a activé très rapidement, c'est le levier de la mobilité interne et les opportunités. Donc, on a communiqué en interne par la voie de notre gazette du personnel. On a fait savoir qu'on voulait valoriser les talents et que ces talents-là pouvaient se révéler spontanément, qu'ils se fassent connaître, qu'ils nous expliquent ce qu'ils aimeraient développer chez eux et on ferait le reste par le biais d'un plan de mobilité interne. Et ça commence, on l'a déclenché il y a à peu près 5, 6 mois. Et aujourd'hui, on en voit les effets puisque sur cette rentrée, sur des postes où on était en souffrance, on est arrivé à faire bouger 4 de nos agents de pôle en pôle. Donc vraiment, quand on démontre aux agents qu'on leur fait confiance et qu'on investit un petit peu, on parie un petit peu sur les talents qu'ils peuvent avoir cachés, ça produit très vite ses effets. Et forcément, quand on le fait savoir aussi, donc dans la gazette interne que nous allons lancer là, ce mois-ci, on fait savoir aux agents que
des agents ont changé de service par la voie de la mobilité interne. Et le fait de montrer que ça agit, ce ne sont pas que des paroles, mais en fait, ça se met très vite en place. Mais on sent que les agents, du coup, ont envie de tenter le coup. Ouais, c'est super intéressant, hein. Ça veut dire qu'effectivement, là, c'est aussi à assumer. Et je pense qu'au départ, c'est quand même même l'idée de départ de la fonction publique territoriale, enfin de la fonction publique tout court d'ailleurs, c'est que les agents, ils peuvent se déplacer d'un emploi à l'autre. Et en fait, c'est réassumer un petit peu une vraie politique volontaire. Et pour le coup, vous en faites un objet valorisant, parce qu'en fait, les gens peuvent se déplacer d'un emploi à l'autre, ça devient... Et parce que vous décidez d'investir sur eux, mais vaut mieux prendre un an à investir sur quelqu'un pour le faire bouger d'un métier à l'autre, plutôt que mettre 4 ans à ne pas recruter quelqu'un, ou avoir des gens où on tape un peu à côté, quoi. C'est exactement le discours qu'on a tenu. Et c'est vrai aussi qu'on se rend compte très vite que ça facilite la transversalité et la co-construction, puisque les agents qui changent de pôle ou de Ouais, service ouais. amènent aussi une plus-value dans la connaissance de la collectivité, de son fonctionnement. Et ça crée des liens qu'on n'arrivait pas forcément à activer par la commande de co-construire, mais ça se fait spontanément par le biais de la relation plus de confiance qui s'est instaurée entre les agents d'un poste à l'autre et dans leur parcours professionnel. Donc, moi, je trouve qu'on y gagne très vite. Ouais, plutôt que de Et faire l'injonction de la transversalité, en fait, on fait bouger les gens d'un endroit à l'autre de l'organisation et ça marche un peu mieux, quoi. tout à fait, Effectivement. parce que ça vient d'eux, c'est pas imposé. C'est exactement ce que j'allais dire, Mathieu, hein. La transversalité, ça se décrète pas. Moi, on entend tous les jours des organisations qui disent qu'il faut être plus transversal, il faut être plus transversal. En fait, ça se décrète pas, ça se construit. On construit les conditions pour que ça arrive, hein. Et je remets peut-être un autre élément sur ce que vous avez dit qui me paraît essentiel. Il y a faire et faire savoir. Et ce sont deux composantes d'un terme là qu'on n'a pas cité aujourd'hui, mais parce que c'est peut-être pas tout à fait le jeu, mais encore une fois, hein, on est dans cette fameuse pelote de fil où on tire et on arrive où les sujets sont très interconnectés, c'est celui de la marque employeur en fait. Mm. Qui est de dire finalement quelle image on a envie de véhiculer, quels sont les messages clés qu'on a envie de faire connaître et comment on les fait connaître aussi. Et donc après, on revient sur des questions de stratégie de communication. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que la communication, et même on parlait des réseaux sociaux, hein, les fameux community managers qu'on voit fleurir dans les collectivités, aujourd'hui, ils sont encore beaucoup sur de la communication institutionnelle et en fait pas suffisamment sur de la communication employeur qui nous permettrait effectivement de pouvoir mieux recruter. Et là, on en parle à l'échelle effectivement d'une collectivité, mais d'où l'intérêt, et c'était un peu le sens de notre propos avec Mathieu, de le penser peut-être à l'échelle intercommunale et donc avoir des dispositifs mutualisés pour que ça bénéficie à l'ensemble du territoire et non pas uniquement à une collectivité. Et puis ça augmente l'assiette. Vous avez beaucoup plus de gens et de talents que vous pouvez potentiellement mobiliser sur ce genre de parcours. Donc merci Madame Inar Segalini pour ce partage. N'hésitez pas les autres si vous avez des questions ou des partages aussi sur ce sujet avant qu'on passe au sujet suivant. Vous pouvez m'interrompre, je vais tranquillement glisser vers le sujet d'après puisque je surveille l'heure aussi et je sais que vos emplois du temps sont chargés. Deuxième sujet, deuxième thème, la mutualisation comme outil de la transition écologique. Donc on revient sur nos quelques défis. Alors déjà, la transition écologique, aujourd'hui, on a du mal à définir si c'est une politique publique, si c'est une intention, si c'est un impératif. On voit bien que si on regarde le CGCT, qu'on connaît tous par cœur ici dans cette salle, euh, on voit bien que les compétences statutaires, puisque c'est comme ça qu'on dit, elles sont éminemment partagées entre les communes et les intercommunalités sur ce qui peut relever de la transition écologique. Donc déjà, on a un premier problème, c'est que si on fonctionne en ordre dispersé sur ce sujet, il y a fort à penser que les résultats soient eux aussi dispersés, puisque il y a même des politiques publiques qui peuvent s'annuler entre elles, hein, vraiment sur des manques de coordination à l'échelle du bloc territorial. Deuxième sujet, c'est qu'il y a des interdépendances très très fortes. Déjà, il y a des interdépendances territoriales. On voit bien qu'aujourd'hui, une politique publique communale, si elle se fait à l'échelle de la commune, quel sera le véritable effet sur la transition écologique pour les habitants? Il sera extrêmement limité puisque les habitants vivent dans un bassin de vie et que, en fait, s'il n'y a que leur commune qui a commencé à mener cette politique, on aura énormément de difficultés à pouvoir la faire ressentir à l'échelle du territoire. Et puis, comme je le disais, il y a des interdépendances très fortes de politiques publiques. On a par exemple des politiques publiques sur la sensibilisation à l'usager qui peuvent être planifiées dans un PCAET, dans une interco, mais pour autant, on a besoin des outils de la proximité des communes pour pouvoir sensibiliser et convertir l'usager à de nouvelles pratiques, à de nouveaux usages.
à de nouveaux réflexes, à de nouveaux modes de déplacement. Moi, l'exemple que je prends souvent, c'est que on peut bien mettre un arrêt de bus devant la porte de l'usager, ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de prendre sa voiture. En fait, ce qu'il faut derrière, c'est qu'il y ait des gens qui aillent le voir et qui arrivent à le convaincre aussi qu'il faut qu'il prenne sa voiture. Et là, l'interco, c'est pas toujours le bon niveau parce qu'on a du mal à parler à l'ensemble des usagers d'un territoire. C'est les communes qui sont les mieux placées et c'est là qu'on voit qu'il y a des interdépendances très fortes et qu'on peut créer de vraies synergies sur la question de la transition écologique. Il y a un pilotage territorial qui est pas si évident que ça de la transition écologique, puisqu'on l'a dit, les compétences statutaires sont un peu partagées. Il y a parfois des défis qui se construisent même à des échelles supra-intercommunales. On pense notamment à la mobilité, par exemple. Donc, le pilotage territorial, il n'est pas très simple. Donc, si déjà on est émietté à l'échelle de notre territoire, il y a fort à penser qu'on ait du mal à piloter les choses avec les territoires voisins. On en parle pour la mobilité, on en parle aussi beaucoup pour l'eau, et je pense que les territoires de PACA sont concernés sur la raréfaction de la ressource en eau et comment on arrive à créer des interconnexions entre des réseaux intercommunaux pour permettre de mieux, d'être plus résilient, c'est le mot pour le coup ici, face aux crises de l'approvisionnement en eau. Donc là, l'interconnexion des réseaux est aussi un outil intéressant. Des expertises émiettées sur les territoires. Nous, combien on voit d'interco et de communes qui prennent un bout de personne, qui a un bout de mission, en chargé de mission sur la transition écologique. C'est quand même vraiment dommage. En fait, c'est un défi sacrément costaud. On voit bien qu'il est transversal, donc on a du mal à créer même une direction de la transition écologique avec 50 personnes. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Et donc, on a des personnes qui sont à moitié en lévitation dans les organisations ici et là. Il y a certaines collectivités qui n'ont pas du tout les moyens ni l'espace pour avoir ces expertises-là. Pourtant, elles en ont cruellement besoin dans leur propre projet. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un problème d'émiettement de la capacité d'action et de l'expertise sur les sujets de la transition écologique dans les territoires. Et Et enfin, au-delà de cinquième, oui. Excuse-moi Mathieu, et au-delà de l'expertise, il y a la capacité d'action derrière. C'est-à-dire que quand on parle notamment des chargés de mission, parfois on a des gens qui effectivement ont de l'expertise, par contre s'ils sont isolés dans une organisation et qui n'ont pas la légitimité ou qui n'ont pas la possibilité d'aller parler et de générer une action sur les sujets dont ils sont responsables, en fait ça les met dans une forme d'injonction contradictoire, dans une impossibilité d'agir qui peut être assez dure à gérer aussi pour eux. Complètement. Euh, Oui, c'est un sujet qui est quand même très, très abordé dans le réseau de la DGCF. Aujourd'hui, ce qui se pratique de plus en plus, c'est d'avoir en fait des directions générales en fait là-dessus. C'est-à-dire de ne plus avoir une direction comme tu l'évoquais ou un chargé de mission comme tu l'évoquais, mais d'avoir quelqu'un qui est directement rattaché au DG, donc soit des délégués généraux, soit des DGA, etc., etc., de façon à donner toute cette légitimité parce que la transition écologique, tu l'as dit, c'est dans tous les domaines. Donc, c'est soit on intervient sur toutes les politiques publiques en même temps, et il faut qu'il y ait une capacité effectivement pour la personne qui porte ces sujets-là d'avoir une légitimité au niveau d'un directeur, par exemple, qu'on vient percuter parfois dans sa façon de faire. Tu évoquais les réseaux. Il y a quelques années en arrière, les directeurs de l'eau, c'était des vendeurs d'eau et des canalisateurs, en fait. Aujourd'hui, on les a complètement percutés avec toutes ces entrées différentes sur comment on préserve la ressource. On demande aux gens d'être sobres, ce qui pose un problème de financement sur nos services publics de l'eau. Bon, on n'est plus du tout dans la même démarche. Et c'est vrai que quand c'est un DG ou un DGA ou un délégué général, peu importe, qui porte les sujets, c'est plus facile de parler d'homologue à homologue que d'avoir un chargé de mission ou une direction qui va se mettre en frontal contre une autre qu'elle va considérer comme perdant du temps. C'est vraiment un sujet qui est très, très évoqué dans le réseau de la DGCF et on est quand même tous en train de commencer à plutôt aller mettre en râteau, on va dire. oui. Effectivement, alors merci Karine, tu as parfaitement introduit l'exemple qu'on va citer après, mais c'est pas grave, c'est du direct, on adore. Et donc, alors, je reviens juste sur mon cinquième défi et on va passer sur l'exemple sans plus tarder, mais tu verras, on a essayé de l'augmenter un petit peu cet exemple, donc il y a peut-être des choses qui vont résonner aussi pour nos participants. La nécessité de planifier et de convaincre en proximité, c'est l'exemple du bus que j'ai pris tout à l'heure, il passe devant l'usager, mais il faut faire un travail de proximité. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire comment on fait, vu que les défis sont ceux-là, pour créer une dynamique territoriale et transversale. Donc il y a les deux. Il faut créer de la transversalité et la piste que tu évoquais, Karine, est intéressante. Et comment derrière, on arrive à faire en sorte que cette transversalité, elle se déploie sur tout le territoire et pas uniquement sur les compétences statutaires de celui qui a décidé de prendre cette décision. Et puis se donner les moyens d'articuler les logiques stratégiques et de planification
que peuvent porter très souvent l'intercommunalité sur la transition écologique, et de proximité, où là, en fait, le changement des usages et des comportements, c'est de la conduite du changement, hein, mais sur la transition écologique, il se joue en proximité, et donc on peut se dire que là-dessus, pour le coup, on a besoin des communes pour pouvoir mener ce combat-là. Et donc, on va vous partager une initiative, celle de Val-de-Garonne Agglomération, qui est parue d'ailleurs dans la Gazette il n'y a pas longtemps. Donc, genre, j'en profite puisqu'on a la Gazette ici présente, qui est parue dans la Gazette il n'y a pas longtemps. Donc, eux, effectivement, ils ont opté pour ce que tu décrivais tout à l'heure, Karine. Donc, en fait, ils se sont dit, plutôt que de faire porter les grands défis transversaux par des gens qui sont en lévitation dans notre organisation, en fait, nos DGA ne vont plus avoir de périmètre organisationnel. Alors, c'est quand même sacrément ambitieux. En fait, ils ont des DGA, ils en ont une qui est sur la transition écologique, une autre qui est sur la transformation numérique du territoire. Et en fait, c'est des DGA qui n'ont pas de périmètre et de politique publique en gestion de continuité de service, quoi. Leur seul boulot, c'est de faire en sorte qu'il se passe quelque chose sur la transition écologique. Alors là, je prends cet exemple, il y a d'autres DGA transversales, il y a notamment une sur la transformation numérique et la relation usagée, mais voilà, il y a d'autres sujets. Et donc, en fait, on a des DGA qui sont uniquement sur une logique projet. Donc nous, on trouve ça super intéressant pour la légitimité que ça donne, c'est ce que tu disais, Karine. Ça permet de casser les silos. En fait, le DGA, il est plus représentant d'une forme de continuité de service qui peut parfois, sur certaines politiques publiques, conduire à une forme de conservatisme. Typiquement, sur l'eau, quand on est responsable d'un service de l'eau dans notre DGA, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'eau paye l'eau et qu'en fait, la transition écologique et la sobriété sur l'usage de l'eau, ça ne nous arrange pas des masses quand même, parce qu'à un moment, il faut monter le budget dans la même année. Et bien là, en fait, ça permet de décorréler un peu les deux sujets et de dire non, moi, mon job, c'est de faire en sorte que on ait un meilleur usage de la ressource en eau, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Donc, ils créent des têtes de réseau super solides, en fait, sur la transition écologique et super légitimes. Et nous, en fait, ce qu'on se dit, et ce qu'on s'est dit, et ce que ça nous a inspiré pour ce webinaire, on a appelé Val-de-Garonne là, il y a 10 jours, et on s'est dit, mais tiens, on pourrait peut-être aller encore même plus loin. C'est qu'on s'est dit, ces DGA-là, plutôt que d'être en transversalité de l'interco, en tant qu'institution, est-ce qu'ils ne pourraient pas demain être les têtes de pont de véritables services communs ou de démarches, mais plutôt à l'échelle du territoire? C'est-à-dire qu'en fait, en tant que DGA, ils aient la légitimité, l'autorisation et parfois peut-être même une équipe avec les communes pour aller travailler dans les communes aussi sur la transition écologique. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dans plein de territoires, vous avez des communes qui n'ont pas le début de la capacité de s'offrir une compétence technique ou planificatrice sur la transition écologique pour le compte de leur commune. Pour autant, ça va quand même se jouer aussi sur des choses qui se passent dans les communes, on l'a dit, puisque les compétences sont partagées et la capacité de conviction, elle se joue en proximité. Donc, est-ce que demain, ces DGA, par exemple ce DGA sur la transition écologique, cette personne, elle ne pourrait pas aussi aller dans les communes, voire créer des équipes mutualisées avec les communes pour travailler sur la transition écologique du territoire, en mettant à disposition de l'ingénierie, en mettant à disposition des compétences, en mettant à disposition potentiellement des moyens de l'intercommunalité. Les fonds de concours ne pourraient pas être mieux utilisés que dans ce genre de cadre-là, par exemple, et de se dire, mais ça permettrait d'avoir une vraie taille critique et surtout de mailler la planification et l'ingénierie avec le travail de proximité et de conduite du changement auprès des habitants. Donc en fait, se dire que finalement, ils ne cassent pas uniquement les silos de leur propre organisation, mais c'est qu'ils vont même déployer sur l'ensemble du territoire, voire même être tête de réseau de coopération avec d'autres territoires, quand on pense notamment aux interconnexions de réseau ou à certaines politiques publiques de transition qui auraient du sens à l'échelle de deux ou trois intercos qui correspondent à un bassin de vie ou un bassin d'emploi. Voilà, ça c'est notre petit ajout, Karine, à l'exemple que tu citais et qui est illustré ici par Val-de-Garonne Agglomération. C'est de se dire, est-ce que du coup, demain, ces têtes de pont de la transition écologique, en les repositionnant, peuvent pas demain aussi travailler directement, en fait, en direct avec les communes, voire parfois mettre en commun des moyens avec les communes pour vraiment faire de la transition écologique une politique publique territoriale et pas une politique publique de collectivité ou d'institution. Je ne sais pas si cet exemple légèrement augmenté, mais qui donne des perspectives, euh, pose des questions ou appelle à des remarques dans notre assistance. Alors, moi, j'en ai une, enfin, deux remarques, on va dire. La première concernant Val-de-Garonne Aglo, mais du coup, ça se pose aussi pour d'autres structures transversales de cet ordre-là.
la remarque que j'ai, c'est sur la gouvernance politique. Parce qu'on peut faire des organisations en râteau, très horizontales, très transversales, etc. J'ai fait une petite recherche pendant que tu intervenais, Mathieu. Val-de-Garonne Agglo, ils ont quand même 15 VP, 13 en silo. Le premier étant dédié à la voirie et au cadre de vie. La transition écologique étant dans le quatrième rang protocolaire, on va dire, de l'Interco. Donc, moi, enfin, l'interrogation qu'on a au sein de la DGCF, c'est de se dire, certes, au niveau DG, on peut réorganiser, on peut créer de l'horizontalité, de la transversalité. Après, sans portage politique et sans avoir une gouvernance politique qui elle-même se décloisonne, comment on arrive vraiment à opérer ces politiques publiques de transition? La deuxième remarque que j'avais, deuxième exemple, on va dire, mais qu'on prend aussi souvent à la DGCF, c'est aussi en Nouvelle-Aquitaine, c'est la communauté d'agglomération du Pays Basque qui a mis en place une sorte de SGPE, donc une sorte de secrétariat général à la transition écologique, un peu dans l'idée que tu décrivais hein, sur la prospective, c'est-à-dire que ils ont une petite équipe avec que des conseillers thématiques, experts sur les énergies, sur l'eau, sur la biodiversité, etc., dans lesquels à la fois les services de l'agglo, mais aussi les communes peuvent venir piocher, un peu comme des AMO, en fait, dès qu'ils ont besoin d'une expertise. Je suis pas sûre que ça s'étende encore au-delà des frontières de l'agglo. Je sais qu'ils travaillent beaucoup avec le SCOT, on en a parlé hier dans le cadre d'un colloque qu'on a organisé avec la Fédé des Scots. Je pense que ça fait son chemin, ça existe déjà un petit peu en matière d'aménagement, parce qu'il y a des outils, il y a des agences urbaines, il y a des SCOT. Alors certes, c'est pas porté par les intercos, mais il y a quand même un peu de transversalité sur les sujets aménagement. Sur d'autres questions de transition, il y a des PETR aussi, les pays, je les oublie pas, mais sur d'autres questions de transition comme l'eau, par exemple, ou la biodiversité, c'est encore à d'autres échelles. Pour l'instant, en tout cas, à notre niveau, on n'a pas d'exemple. Mais ta remarque va dans le sens de questionnement qu'on a aussi au sein du réseau. Ouais, effectivement, c'est intéressant, mais tu as raison de le dire, hein, parce que c'est une question qu'on a posée, nous, à Val-de-Garonne, agglomération, la question que tu as posée. Et effectivement, eux, ce qu'ils se sont dit, enfin, ce qu'ils nous ont dit, c'est, en fait, on a déjà voulu tester si nous, on était capable de le faire dans notre propre organisation. Et forcément, ça posera certainement la question de comment on construira demain la gouvernance politique de notre agglomération. Est-ce qu'on la construira encore sous forme de silo? Est-ce qu'on aura des super VP qui, sur la transition écologique qui auront en dessous des VP qui seront sur les politiques publiques sectorielles en tant que telles? Est-ce qu'on aura aussi les premiers, deuxième et troisième VP qui seront un peu en miroir de nos DGA sans forcément avoir de portefeuille, mais qui vont devoir porter et prêcher la bonne parole auprès des autres VP dans le même système finalement en miroir que ce qui se fait au niveau de l'agglo? Je pense que, enfin, c'est pour ça qu'on a introduit cette question-là, c'est de se dire, en fait, demain, comment vous allez intégrer dans vos territoires ces défis-là, comment vous allez les construire. On voit bien que ça va supposer de changer un peu les formats d'organisation et de coopération territoriale. Et tu as raison, Juliette, de l'ajouter, c'est que ça va peut-être aussi changer la manière dont on organise classiquement la gouvernance des intercommunalités pour justement créer aussi en miroir la capacité à être efficace. Parce que sinon, même si c'est un DGA, s'il est tout seul dans son coin et que finalement la gouvernance politique porte encore les marques du silotage, il aura forcément du mal. Donc, pour le moment, eux, ils envisagent ça comme un test, pour le moment, à l'échelle de leur organisation. Mais par contre, effectivement, c'est une question qui se pose. En tout cas, nous, on leur a posé, hein. On leur a dit, il va falloir aussi aller jusqu'au bout du geste en alignant la gouvernance politique peut-être au mandat suivant. Mais j'ajoute simplement une petite remarque pour revenir à cette gouvernance politique. Ça pose la question de la responsabilité politique aussi, parce qu'à partir du moment où tu décilotes et tu crées enfin, des VP transversales et des DGA transversales, qui est responsable de quoi? Et alors, vraiment, c'est une très petite échelle et ça n'a rien à voir avec une collectivité, mais nous, au sein de la DGCF, quand on a remis à plat la gouvernance, on s'est dit, bah, on va s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on va faire, c'est-à-dire créer des pôles, des grades, des choses comme ça. Et en fait, tout de suite, chacun se demande où il peut retrouver ses petits, sur quoi il est plus spécialiste, expert, sur quoi il peut être responsable. Et sur les élus, c'est encore plus fort ce sentiment-là, de se dire je suis plus en charge de l'eau, mais qui est en charge de l'eau? Et quand il y a des conflits d'usage, des choix politiques à faire, qui les fait? Et au nom de Mm. quoi? Voilà. Effectivement, ça pose cette question-là derrière. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans un schéma qui pourrait être un schéma de transition, alors pas écologique, mais là, dans les modes d'organisation de la gouvernance, avec en fait des VP de tête qui sont chargés de coordonner d'autres VP qui, eux, gardent peut-être des responsabilités sectorielles
Donc, il y aurait un VP de l'eau pour ce qui relève de la gestion quotidienne de l'eau. Et il serait contributeur dans l'équipe du VP transition écologique, dans lequel on retrouverait certainement le VP de l'assainissement, le VP sur les déchets. Enfin, et on pourrait même avoir là des commissions, parce que souvent on entend parler de ces commissions qui sont ouvertes aux communes. Ça marche au début de mandat, au bout d'un an, un an et demi, ça s'essouffle. Euh, En fait, justement, d'intégrer les adjoints des communes qui sont sur des politiques publiques de la transition écologique dans ces commissions, ça peut avoir du sens parce qu'ils ne vont pas venir écouter ce que d'autres font sur leur territoire, puisqu'en fait, c'est des compétences qu'ils n'ont pas par définition quand elles sont intercommunales et uniquement intercommunales et qui sont invitées. Mais pour le coup, ils peuvent venir aussi porter des projets et définir des choses qu'ils font ensemble, parce que les politiques publiques sont éminemment partagées si on parle de transition écologique. Donc, ça pourrait même être un ressort intéressant potentiellement pour motiver les élus communaux à continuer de fréquenter les commissions sur une durée un peu plus importante qu'un an ou un an et demi, où généralement l'essoufflement commence à se faire sentir. Alors, je vois qu'il est 10h10. Est-ce que c'est le moment que je poursuive? Il me semble. Je m'excuse par avance si mais il y a des échanges, c'est hyper intéressant. Maintenant, on va parler de mutualisation comme un outil pour faciliter la transformation numérique. Alors, on revient avec 5 défis. Il y en a à chaque fois 5, j'ai pas fait exprès. Voilà, c'est juste, j'en ai trouvé que 5 à chaque fois. Il y a une démultiplication des outils de la relation usagée sur les territoires. Aujourd'hui, on le voit bien, personne n'utilise les mêmes outils, les mêmes procédures. C'est pas toujours très lisible pour l'usager, parce que l'usager, même si administrativement il est rattaché à une commune, s'il est dans une petite commune, il y a des chances qu'il consomme les services de plein d'autres communes et de l'intercommunalité. Et déjà, on a une démultiplication potentielle des outils qu'il peut avoir à utiliser dans la relation à l'usager. Il y a une asymétrie avec les éditeurs de logiciels de la relation usagée. On le voit bien. De la relation usagée ou pas d'ailleurs, hein, même du numérique globalement. On voit bien qu'aujourd'hui, dans beaucoup de collectivités, on n'a pas les moyens de challenger techniquement comme on le souhaiterait les éditeurs de logiciels et ils nous promettent la lune et puis à la fin, on a l'impression de l'avoir juste en porte-clés. Donc c'est toujours un peu embêtant de se rendre compte de ça, mais pour autant, c'est parce que c'est assez logique, hein. On n'a pas toujours les moyens techniques de pouvoir répondre à ces questions-là auprès des éditeurs. On parlait tout à l'heure d'attractivité. C'est vrai que parfois, sur des fonctions comme celle-là, la création d'une taille critique et de directions qui ont des panels de projets et des ressorts territoriaux différents pourrait rendre peut-être plus attractives les collectivités qui recrutent sur ce sujet-là. Enfin, moi, je serais, en tout cas, j'y suis plutôt techniquement favorable et l'endroit où je l'ai vu, ça a plutôt fonctionné. Une répartition des compétences peu lisible pour l'usager, effectivement, on voit bien, ça on le sait, mais ça se traduit dans les outils numériques, on le disait. Des logiques de coopération qui sont empêchées par les outils. En fait, vu qu'on ne fonctionne pas sur les mêmes outils, on a du mal à travailler ensemble. Ça, c'est quand même aussi un gros problème, puisqu'on le dit, vous êtes condamné un petit peu à coopérer au sein du bloc territorial. Et parfois, la manière dont les outils sont portés au niveau numérique font que, ben, avec des différences, on ne peut pas coopérer. C'est d'ailleurs le premier obstacle qu'a levé Loire-Forêt Agglomération avant de créer son service commun. C'est aligner les logiciels qui étaient utilisés. Parce que sinon, en fait, on ne peut pas le faire. Et puis, une lutte contre l'asymétrie des services au sein d'un même territoire. Mais c'est ce que je disais. Il y en a qui sont super bien dotés, qui ont des gens super sachants pour faire en sorte qu'ils aient de bons logiciels. Puis il y en a d'autres, ils n'ont pas la taille critique, ils n'ont pas les moyens. Et en fait, on se retrouve face à une dégradation du service potentiel à l'usager ou une dégradation des conditions de travail des agents qui utilisent les outils en question, puisqu'il y a aussi des outils internes. Et ça, on peut se poser légitimement la question, est-ce que c'est acceptable de laisser sur un territoire parfois des petites communes travailler, ou des communes même de taille intermédiaire, travailler avec des outils obsolètes, des outils qui fonctionnent pas bien et qui finalement mettent en péril la qualité du service public sur le territoire. Ça, c'est une vraie question en fait qu'on peut se poser en tant qu'intercommunalité. Est-ce que c'est OK finalement de laisser le service se dégrader à certains endroits du territoire parce qu'on n'a pas les moyens de mener cette transformation numérique? Donc en fait, plusieurs questions qu'on peut se poser et auxquelles la mutualisation peut nous aider à répondre. Comment on peut créer une plateforme d'outils, de process, de pratiques partagées autour de la relation usagée? Et puis comment se donner les moyens de construire des outils numériques et de la donnée qui soient robustes et au service de l'ensemble du territoire et pas uniquement de celui qui l'a produit. Donc on a 2 exemples à partager avec vous sur ce sujet. Le premier, pardon, c'est la communauté d'agglomération de La Rochelle. Juste avant le Covid et pendant le Covid, ils ont travaillé sur un projet assez ambitieux. Ils ont créé, c'est parti d'abord d'un bâtiment communautaire. Ils ont refait le siège et ils se sont dit, mais finalement, plutôt que d'y mettre uniquement les services de l'agglo,
on va potentiellement y mettre d'autres services, un peu sur le modèle de France Service, mais en y intégrant potentiellement même des guichets pour les communes qui se trouvent autour de La Rochelle et qui sont parfois en déficit pour pouvoir accueillir le public. Ils ont donc créé un guichet unique au départ physique dans ce bâtiment, dans lequel ils ont intégré un certain nombre d'autres acteurs, par exemple France Travail, etc. Mais surtout, en fait, ils se sont dit, mais on va aller un petit peu plus loin et on va se dire que c'est pas uniquement un lieu physique, mais c'est potentiellement une plateforme de la relation usagée qui peut être mise à disposition de l'ensemble des communes du territoire qui le souhaiteront pour pouvoir les intégrer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont en fait construit un outil de relation usagée avec un éditeur qu'ils ont déployé pour la ville, l'agglomération et le CCAS, qui était le casting de départ sur la mutualisation de ce guichet unique. Et ils ont proposé derrière à d'autres communes de potentiellement venir intégrer tout ou partie des politiques publiques qui étaient les leurs dans ce logiciel-là pour finalement avoir un seul et même outil de la relation usagée à l'échelle du territoire. Donc en fait, ils ont construit la plateforme, ils ont construit les outils, ils ont formé aussi les agents aux politiques communales pour les agents intercommunaux, aux politiques intercommunales pour les agents communaux, et finalement fait en sorte que l'accueil de l'usager en tout point du territoire pour ceux qui intègrent le dispositif soit hyper transparent dans la répartition des compétences. Peu importe, en fait, j'ai une réponse à vous apporter, je peux enregistrer votre demande, je peux même la préqualifier, l'intégrer et vous dire quand est-ce que vous aurez une réponse. Parce que finalement, on fonctionne sur un outil commun, on a tous été formés aux politiques publiques des uns et des autres, et on a un accueil totalement intégré, et donc on a une plateforme d'ingénierie, de formation, d'outils, qui est construite à l'échelle de l'intercommunalité, qui est mise à disposition des autres communes. Ils ont commencé avec la ville-centre et avec le CCAS, donc le CCAS qui est communal aussi, hein. Ils se proposent, grâce à l'exemple que ça donnera, de pouvoir le déployer demain sur d'autres territoires, sur d'autres communes du territoire, pardon, et de se dire, est-ce que demain, ça ne nous permettra pas aussi, parce qu'on a cette taille critique dans la relation à l'usager, qu'on a vraiment des pools d'experts de la relation usagée qui travaillent sur ce sujet-là avec des outils performants et qui sont une véritable équipe à l'échelle d'un territoire, de potentiellement intégrer les bénéfices de l'intelligence artificielle dans la relation à l'usager. Donc on voit bien que en créant une plateforme et des outils, des pratiques et en gagnant en robustesse sur les outils de la relation usagée grâce à la mutualisation des accueils usagers de plusieurs collectivités de leur territoire, ils se donnent la capacité de faire une sacrée montée en gamme en termes de services à l'usager. Ils se donnent la capacité d'effacer les répartitions de compétences statutaires auxquelles l'usager ne comprend pas toujours quelque chose. Et ils se donnent en plus la capacité d'avoir une capacité de développement, et je pense notamment à l'intelligence artificielle. Deuxième territoire, un peu plus petit, la communauté de communes du Mâconnais-Tournujois. Donc ça se situe dans le Mâconnais, comme le nom l'indique. Et donc, quel a été leur questionnement? Ils sont comme vous, parfois mis devant l'impérative nécessité de construire des dispositifs ou des rapports pour les mettre à disposition de la CAF, etc., pour avoir un certain nombre de financements. Vous les connaissez, tous ces documents qu'on vous demande qui sont parfois nécessaires, obligatoires pour obtenir des financements. Ben eux, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà du mal à remplir l'ensemble des données dont ils avaient besoin pour pouvoir accéder à ces dispositifs-là. Et donc, ils ont décidé de créer une plateforme de la donnée territoriale pour orienter les politiques publiques du territoire, les alimenter et permettre notamment aussi de répondre à ces appels à projets ou à ces documents cadres de politique publique. Je pense notamment aux analyses des besoins sociaux, etc. Donc, ils ont créé une plateforme mutualisée avec leurs communes de la donnée publique que chacun vient alimenter et qui finalement permet l'évaluation, le suivi et l'orientation des politiques publiques du territoire. Ça a été financé en partie par la Banque des Territoires, ce dispositif-là. Il est en cours de déploiement. On a le plaisir de l'accompagner. En l'occurrence, on mobilise aussi des exemples qu'on connaît très bien. C'est logique. Mais ils ont vraiment créé une plateforme de données territoriales partagées avec leurs communes où finalement, on se rend compte que l'interco a besoin des communes pour renseigner certaines données. La commune et les communes aimeraient bien avoir accès à certaines données que l'intercommunalité produit. Et elles sont très souvent dispersées dans des documents que chacun produit. On a du mal finalement à qualifier, à exploiter cette donnée-là. Et donc, ils ont créé une plateforme dynamique, hein, de plateformes mutualisées de partage de la donnée publique sur toute une série de leurs politiques publiques. Là, en l'occurrence, ils ont commencé par les politiques sociales, mais ils se proposent potentiellement de l'élargir à d'autres politiques publiques. Pourquoi ils ont commencé par les politiques sociales? Parce qu'elles sont partagées. Certaines sont à l'interco, d'autres sont aux communes.
Et donc, ils ont commencé par un sujet qui était éminemment partagé. Il y a la question de la culture aussi qui remonte potentiellement et qui pourrait intégrer demain cette plateforme de données territoriales. Donc, comment le fait de se mettre à plusieurs leur a déjà permis d'accéder à un appel à projet qui est de la Banque des Territoires et d'être financé. Et s'ils ne l'avaient pas fait à plusieurs, la Banque des Territoires ne le prenait pas, puisque des leviers clés du financement, c'est la coopération entre les territoires. Donc, il fallait qu'il y ait la preuve dans le dispositif de la participation de communes et de communautés. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça leur a surtout donné, en se mettant à plusieurs, la capacité à financer et à entretenir quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ce qu'ils pourraient faire à titre individuel dans leur propre commune. Donc, vraiment une plateforme dynamique de données et de vie de la donnée publique territoriale. Donc, ça, c'est pour le numérique. L'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire que aucun de ces territoires n'aurait pu faire et n'aurait eu la taille critique pour faire seul. Au-delà de ça, le fait de créer comme ça des dispositifs un peu plus en avance de phase et un peu plus ambitieux avec un peu plus de moyens, ça a aussi permis d'attirer des gens pour le faire. Parce qu'en fait, si on est à chaque fois sur le petit bout de la lorgnette avec une petite équipe, ça fonctionne pas très bien, on fait que du courant et on a du mal à attirer les meilleurs profils, ceux qui vont développer des projets. Là, ça permet aussi d'être beaucoup plus attractif dans la manière dont on peut développer ces projets. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques avant qu'on passe au dernier thème de notre matinée? On vous laisse réagir peut-être que ce soit sur le numérique, mais peut-être aussi il y a des liens avec la transition écologique qu'on a évoqué tout à l'heure. Il est 10h21, je pense que les gens ont des réunions à 10h30 peut-être. Il serait temps d'accélérer. Je vois Juliette qui me fait un regard appuyé. Oh non. Non, non, mais oui, je pense qu'on peut avancer. Et puis si vous avez des questions, on les prendra à la fin. C'est donc à toi, Amélie. Oui, notre dernier thème donc effectivement de la matinée, là GPEC intercommunal, où je disais en fait peut-être la particularité de ce sujet par rapport aux trois premiers qu'on vient de voir, c'est qu'en fait la GPEC intercommunal c'est un outil, hein, c'est pas un défi en tant que tel, c'est un outil pour répondre à ces défis-là. GPEC intercommunal, c'est pas forcément un terme qui est couramment utilisé. Moi, je me suis un peu posé la question de comment on l'appelle. Parfois, j'ai entendu GPEC mutualisé, parfois j'ai entendu GPEC territorialisé, parfois j'ai entendu GPEC territorial, même si on le confond parfois un peu avec des GPEC plutôt donc à l'échelle du territoire, mais plutôt sur les besoins en termes d'effectifs ou de compétences à l'échelle du territoire. Donc, c'est plutôt en lien avec le développement économique. Bref, mais il y a quand même pas mal de choses autour de ça qui valent la peine de se poser la question. Déjà, peut-être je rappelle, parce que GPEC, c'est un fameux serpent de mer, hein. Tout le monde a entendu le terme, mais en fait, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire et ce que ça recouvre véritablement. Donc, qu'on se rappelle bien, hein, gestion, donc GPEC, c'est gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, hein, d'où les deux E. Et puis derrière, donc cette GPEC, elle sert à en fait, analyser à la fois, enfin, de manière plutôt prospective d'ailleurs, hein, on essaye plutôt d'aller voir sur le demain que le aujourd'hui, les écarts entre les besoins hein, à venir en termes de ressources, donc quand on dit ressources, c'est effectifs et compétences concrètement, et finalement donc les besoins et les ressources effectivement donc, dont on dispose aujourd'hui, qu'on pourrait valoriser demain. Et donc là, derrière, bah après, ça doit se construire des formes de plans d'action qui peuvent être assez diversifiés sur où est-ce que je vais la chercher, cette ressource? Est-ce que je vais la chercher en interne? Donc plutôt là, avec des plans de développement de compétences, hein, et donc on verra comment on peut dépasser le fameux plan de formation. Donc comment est-ce que je vais développer ma compétence? Comment je vais organiser ma compétence aussi? Hein, et comment aussi bah, je vais pouvoir aller chercher de la compétence peut-être potentiellement en externe. Hein. Alors, donc 5 défis, effectivement, toujours, on reste sur 5, hein, pour pouvoir, qui viennent finalement répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la GPEC territoriale, hein, ou GPEC intercommunale, ou territorialisée, ou mutualisée, peu importe le terme qu'on utilise, bah, finalement, a du sens. Hein. Déjà, on a un premier élément qui est intéressant, c'est qu'on a des plans de formation qui aujourd'hui peinent à suivre des besoins métiers. Et même sur des très grosses collectivités, nous on le voit, moi je l'ai vu à l'échelle par exemple de départements, où en fait on se rend compte que notre plan de formation aujourd'hui classique, qui mobilise des acteurs classiques de la formation, bah, en fait peine à suivre des besoins métiers qui évoluent très vite.
Et c'est souvent très novateur, les besoins qu'ont vont exprimer les agents ou les chefs de service sur des métiers qui évoluent. Et je pense notamment, là, j'avais des exemples sur le métier du social, par exemple. Et en fait, l'offre en formation, elle a du mal à suivre derrière. Donc derrière, on se pose la question, bah, tiens, est-ce que on n'aurait pas évidemment déjà des enjeux de mutualisation sur des plans de formation, mais après, je vais même plus loin sur est-ce qu'on n'aurait pas des enjeux à aller penser d'autres dispositifs de montée en compétences qui pourraient mobiliser des expertises, hein, donc intercommunales. Donc, on a vu par ailleurs, il existe déjà, par exemple, des écoles métiers, hein, qui se font à l'échelle donc intercommunale ou d'autres types d'aides. Par exemple, moi, je l'ai vu à l'échelle interdépartementale aussi, parfois. Donc, des écoles de métiers où on se dit, mais en fait, on a besoin et donc, ces écoles de métiers, elles peuvent être, par exemple, construites avec des formateurs internes, pareil, hein, au sein d'un réseau de formateurs internes intercommunaux. Donc, mobiliser des expertises du territoire. Ça peut être effectivement ça peut être des stages d'observation, hein, ou du prêt de personnel pour pouvoir aller chercher de l'expertise, se former dans d'autres collectivités qui ont d'autres types de pratiques. On peut imaginer pas mal de dispositifs de cette manière-là. Donc déjà, effectivement, ce premier défi, c'est comment est-ce que j'arrive à suivre, je dirais, à penser des dispositifs qui nous permettent de suivre le rythme, hein, des besoins en compétences. Le deuxième, effectivement, défi, c'est, je le disais tout à l'heure, on a des nouveaux métiers. Donc là, effectivement, le premier, c'était plutôt, on a des métiers déjà existants, mais en fait, les besoins en compétences dans ces métiers-là, ils bougent très vite. Et donc là, plutôt, on a des gens qui ont, je dirais, un socle de formation qu'il va falloir faire bouger, hein, pour pouvoir les amener à répondre à ces défis-là. Donc là, on est plutôt aussi sur des questions de métiers parfois en tension. Par contre, on a aussi, et puis là, je fais le lien avec ce qu'a dit Mathieu sur la transition écologique et sur le numérique, pas que, mais enfin, c'est quand même les deux gros sujets qui ressortent. On a des nouveaux métiers, donc c'est-à-dire des métiers qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui nécessitent des compétences qu'on n'a pas en fait en interne. Hein, ça, c'est ces vraies questions-là. Donc, comment on va les chercher? Comment est-ce que, donc, effectivement, comment on va aller chercher, comment est-ce qu'on peut créer des partenariats. Et je fais le lien avec la question de l'attractivité qu'on avait vue tout à l'heure. C'est non seulement où est-ce qu'on va les chercher, mais comment on se rend aussi désirable pour faire venir et faire circuler ces nouvelles compétences à l'échelle du territoire. Hein. Donc là aussi, les partenariats écoles, etc., comment on approvisionne cette filière ressources. Troisième sujet, et là aussi je fais un petit écho à la question de l'attractivité dont a parlé Mathieu tout à l'heure, c'est donc effectivement le vieillissement des agents. Ok, ça c'est un fait qui va questionner deux choses. La question effectivement des remplacements et donc la logique après de turnover, on revient sur les questions d'attractivité de recrutement, mais aussi les logiques de reclassement où on voit bien qu'aujourd'hui, à l'échelle communale, parfois, on est un peu bloqué, hein, sur cette question du reclassement, qui est de se dire, bah, finalement, on a des voies de garage. On arrive un peu en bout de course, on a des agents qui sont usés, qui sont cassés par le travail, euh, finalement qui avaient un savoir-faire, mais finalement qu'on n'a pas, qu'on ne peut plus valoriser aujourd'hui et qu'on se retrouve à reclasser sur des voies de garage parce qu'en fait, on a très peu de possibilités pour pouvoir les utiliser, hein, ces compétences-là. Et donc, de ce fait, ben, se dire, est-ce que l'échelle intercommunale, elle ne permettrait pas finalement d'élargir l'assiette, de pouvoir à la fois, dans un premier temps, hein, si on n'arrive pas à aller un peu plus en amont, à élargir finalement les possibilités qui s'offrent à ces agents, et dans un deuxième temps, bah, finalement, remonter un peu la chaîne de valeur et se dire comment est-ce qu'on peut mieux prévenir ces enjeux effectivement de reclassement pour pouvoir faire du tuilage de compétences. Je refais le lien effectivement avec les questions de montée en compétences et de plan de formation pour pouvoir utiliser ces agents en tant que potentiellement formateurs internes. Et puis petit à petit, effectivement, faire des reclassements qui ne soient pas uniquement des reclassements en voie de garage, mais qui soient dans une logique de parcours professionnel, d'ailleurs, qui était un peu mon quatrième sujet, si je fais le lien. Donc, du coup, effectivement, quatrième sujet. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'agents qui aspirent à des parcours professionnels qui soient diversifiés et individualisés. Hein. Et je pense que vous avez toutes fait cette réflexion-là, alors qui date un peu maintenant, hein, mais dire, tiens, c'est bizarre, on parle plus du tout de carrière. Ou alors la carrière, aujourd'hui, on n'en parle que dans la RH, sur la gestion
pure RH, on parle plus du tout de la notion de carrière. On parle de parcours professionnel et c'est très révélateur. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que, on a besoin de se dire, je suis acteur de mon propre parcours professionnel, c'est moi qui choisis ma trajectoire, c'est moi qui choisis mon portefeuille de compétences et elle est individualisée, elle n'est pas standardisée. Et donc, ça, aujourd'hui, ce sont des attentes. Alors, déjà des agents qu'on a aujourd'hui, mais encore plus des agents qu'on aura demain. Hein. Et si je fais écho avec, encore une fois, les enjeux de fractivité qu'on évoquait avec Mathieu, on se dit, bah, aujourd'hui, il faut qu'on puisse proposer une offre de valeur, hein, aux nouveaux candidats sur le marché du travail qui correspondent à leurs besoins et à leurs attentes. La question du parcours professionnel et du développement de compétences, ce sont deux sujets clés, hein, que les nouveaux candidats aujourd'hui mettent particulièrement en avant, alors évidemment avec les questions de rémunération, mais qui mettent particulièrement en avant. Et donc, pour ça, hein, on se dit, cette mobilité, qui soit pas uniquement verticale, ben pareil, la pensée à l'échelle intercommunale, c'est se donner les moyens, finalement, d'offrir davantage de débouchés, de s'assurer de répondre, hein, aux besoins des agents sur, justement, des questions de mobilité, à les découvrir. Puis on l'évoquait tout à l'heure, hein, la mobilité, c'est aussi se construire des portefeuilles de compétences, aller voir comment ça se passe ailleurs, être plus adaptable, être plus souple et finalement se donner les moyens aussi de s'adapter à tous les nouveaux enjeux professionnels qui sont en train de s'accélérer. Donc c'est à la fois comment répondre à ce besoin-là, mais tout en s'assurant que finalement les compétences, elles restent aussi sur le bassin d'emploi. C'est un point qui est quand même important. Il vaut mieux que les compétences et que les agents circulent à l'intérieur du bassin d'emploi, quitte à revenir d'ailleurs, comment on accompagne des agents à partir et à revenir dans la collectivité, bah, plutôt que finalement que d'inciter des gens à rester sur un périmètre qui semble trop restreint et qui, au bout d'un moment, bah, effectivement, finissent par partir quoi qu'il arrive, de toutes les manières. Donc, on y reviendra sur cette question, effectivement, de parcours individualisé. Et puis enfin, la GPEC, c'est pas des moindres, hein, le dernier sujet, mais la GPEC, par définition, il y a une dimension prospective, hein. Et c'est peut-être ça le plus difficile, en fait. Parce que imaginer tout ça sur les besoins d'aujourd'hui, euh, quand même beaucoup de collectivités qui le font. Alors, il faut avoir une certaine taille, effectivement, pour pouvoir le faire, mais on a beaucoup de collectivités qui le font. Par contre, le faire en imaginant la prospective des métiers de demain, beaucoup plus difficile. Hein, les collectivités, alors je sais qu'à la DGCF, vous travaillez sur la notion de prospective, mais on voit bien que c'est assez embryonnaire quand même dans beaucoup de collectivités aujourd'hui. Et donc finalement, là aussi, on reparlait de taille critique, hein, pour pouvoir mener ces travaux-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour penser la prospective des métiers, mais qui en fait a beaucoup plus de sens à une échelle, hein, d'un bassin d'emploi ou d'un bassin territorial. Parce qu'en fait, les enjeux, ce sont les mêmes, hein. On vient de voir sur les enjeux du numérique ou de la transition écologique, les enjeux sont les mêmes. Donc, est-ce qu'on pourrait effectivement développer cette vision prospective, quitte à créer par exemple un observatoire, hein, des compétences, des métiers territoriaux à l'échelle intercommunale, bah, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement envisager. Alors, donc, de fait, qu'est-ce que ça nous apporte? On pourrait se dire déjà effectivement, pourquoi est-ce que c'est intéressant de penser, hein, de penser cette GPEC, hein, donc l'écart entre les ressources et les besoins à l'échelle intercommunale. J'ai utilisé le terme tout à l'heure de bassin d'emploi. Moi, ça me paraît être le bon terme, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez effectivement, quand on prend comme donnée de base ce besoin qu'ont les agents aussi d'avoir des parcours professionnels diversifiés et donc de pouvoir bouger, on a des agents qui sont globalement mobiles, et ils sont mobiles à l'échelle, hein, de 20, max 30 kilomètres. Je me rappelle d'un rapport qu'avait fait un CDG, je crois que c'était le CDG 54, qui se posait la question, justement, ils avaient fait toute une réflexion sur une GPEC territorialisée à l'échelle d'une Comcom en Moselle, je crois. Et ce qu'ils disaient, c'est qu'on a une majorité d'agents qui se disent prêts à bouger, mais dans un maximum de 30 kilomètres autour de leur domicile. Bon, bah, 30 kilomètres autour de leur domicile, en fait, ça couvre quand même plusieurs employeurs la plupart du temps. Donc ça, c'est intéressant à avoir en tête, celle du bassin d'emploi qui est le bon niveau pour pouvoir réfléchir à ces éléments de prospective. Oui, effectivement, je vois Juliette, mais allez-y, vas-y Juliette, pardon, je t'en prie de réagir en même temps.
Non, non, je voulais pas prendre trop de temps, mais oui, c'est encore faut-il que toutes les intercos soient sur les périmètres des bassins d'emploi. C'est pas le cas partout, mais ceci Oui, dit, tout ça à peut se fait. faire à l'échelle de plusieurs intercos ou d'un CDG. Tout à fait. J'y reviendrai sur les CDG. C'est intéressant parce qu'on a eu en 2022, je crois, il y a eu un dossier qui a été fait par le CNFPT qui s'est posé la question. Oui, pardon, excuse-moi Mathieu. Qui s'est posé la question justement de cette fameuse GPEC, où est-ce qu'on en était. Et c'est intéressant parce que à un moment donné, ils avaient un titre d'un chapitre où c'était GPEC territorialisé, la fin d'une ambition, en 2022. Ouais. C'est un peu dommage. Et qui disait effectivement, on a senti que dans les années 2010, entre 2012 et 2015, il y a eu une espèce de lancée sur un peu lyrique, hein, sur une GPEC territorialisée, mais qu'en fait, elle est restée complètement. C'est une intention sans réalité concrète, je crois. C'était exactement comme ça que c'était marqué euh, dans le rapport. Et, euh, autant on voit effectivement beaucoup les CDG qui se saisissent de ces sujets-là parce qu'ils ont l'expertise, hein, pour pouvoir mener ce type de démarche, hein, des démarches GPEC, ça demande quand même une expertise RH dont sont dépositaires les CDG. Sauf qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que les CDG, ils sont davantage ils sont moins dans le faire que dans le j'accompagne à faire. De ce fait, ils sont pas leaders sur le Oui, sujet. et puis ils ont Oui, enfin, pour te compléter Amélie, ouais, ils sont pas toujours à la bonne échelle. En fait, à l'échelle d'un non, département, on est forcément sur des choses très macro. On n'arrive pas à gérer opérationnellement. C'est pour ça qu'ils sont dans ce positionnement, en fait, d'accompagner, c'est mais pas ça. forcément de faire. En fait, c'est à l'échelle d'une interco. À la limite, si on devait choisir une collectivité, c'est à l'échelle d'un bloc territorial que ça peut avoir potentiellement du sens, même si ça colle pas toujours, tu le disais Juliette, avec le bassin d'emploi, mais ça colle déjà mieux que tout seul ou un CDG, quoi. En fait, c'est un peu l'idée. Et de se dire, mais en fait, quand on a regardé tous les défis d'avant, et c'est pour ça que Amélie le présentait plutôt à la fin, c'est qu'en fait, ce défi-là, et cette proposition-là, c'est aussi quand même celle qui peut potentiellement poser les bases et faciliter les autres. Parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure de réunir des moyens pour travailler sur notre attractivité. On parlait de ça sur le numérique et la relation à l'usager. On a parlé de ça sur la transition écologique. On a parlé de plusieurs exemples. Tu en parlais tout à l'heure, Karine, de mobilité. Il y a aussi une personne dans l'assistance qui a parlé de son initiative de mobilité interne, etc. En fait, si à un moment on arrive potentiellement à le faire avec une, deux, trois, quatre, cinq autres communes Mm. de notre territoire, on se donne quand même les moyens d'avoir une rotation qui reste sur le territoire, des emplois, des compétences et d'avoir parfois des tailles critiques ou des terrains de jeu qui sont beaucoup plus attractifs en termes de recrutement, qui vont vous permettre d'attirer d'autres profils, quoi. Alors, Tout à je fait. crois qu'il est 10h37. On a déjà un petit peu abusé du temps de nos participants et de nos participantes. Euh, Est-ce que Amélie, t'as peut-être pas encore tout à fait terminé? Quasiment. La dernière chose peut-être que je voulais dire, c'est effectivement pour conclure là-dessus, et ça fait écho, c'est un peu la boucle est bouclée par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, même en introduction sur les enjeux de mutualisation et la manière dont ça pouvait être perçu. Et en fait, sur le volet RH, l'enjeu principal finalement, et pourtant c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est peut-être comment est-ce qu'on arrive à sortir je dirais, d'une logique aujourd'hui qui est une logique de compétition. Et on le voit, hein, ou de concurrence. On le voit ne serait-ce que sur les enjeux de rémunération. Nous, aujourd'hui, on travaille énormément sur les enjeux de rémunération et on voit bien que les besoins des collectivités, c'est de savoir combien paye le voisin et pour pouvoir s'aligner légèrement au-dessus, hein. Et donc, pour pouvoir, si on va demain vers une logique de GPEC intercommunal qui embrasse un peu la possibilité de pouvoir bouger entre différents types d'employeurs à l'intérieur effectivement d'un territoire donné, et qu'on embrasse effectivement cette possibilité de mutualiser, enfin, de mutualiser des formes de reclassement, etc., qu'on élargit l'assiette, effectivement, ce que ça suppose, hein, et encore une fois, gros défi, c'est une forme de coordination à minima, de convergence sur un certain nombre de politiques RH, hein, en termes de rémunération, en termes de temps de travail, par exemple, hein, effectivement, sur des offres de services aussi en matière de mobilité ou de formation. Donc, c'est quelque chose finalement qui renverse complètement le paradigme aujourd'hui de la compétition intercommunale, hein, à la coopération intercommunale sur ces enjeux justement de mobilité et du coup aussi de développement de compétences. On Du coup, arrive ouais, au... pardon. Oui, pardon, il y avait une prise de Juste, ouais, parole. donc
Ouais, Maud Parnaudot, juste, moi, je me posais la question de savoir si vous aviez connaissance de cas où il y a des DRH mutualisés au-delà de la ville-centre et de l'Interco, mais voilà, des DRH mutualisés au niveau, enfin, avec les communes, parce que ça serait ça la solution finalement. Aujourd'hui, alors peut-être que Juliette, dans le réseau, tu auras un exemple. Nous, on n'en a pas encore rencontré. C'est Ouais, d'ailleurs ouais. pour ça qu'on n'a pas d'exemple à donner. C'est plutôt une idée qu'on cherche à pousser. Je sais qu'il y avait eu des débats aussi à un moment à la DGS, à la DGCF sur la notion d'employeur local unique ou des différentes formes que ça pouvait prendre. Aujourd'hui, le mieux qu'on ait eu à faire, nous, c'est parfois faire par exemple des démarches de refonte de politique indemnitaire pour l'interco et parfois une, deux ou trois communes Hmm. qui essayaient un petit peu d'harmoniser leur violon dans des logiques de coopétition et pas de compétition. Mais on n'a pas encore eu ce plaisir-là, notamment parce que je crois qu'il y a un attachement quand même au maire sur son rôle d'employeur. Vous avez d'ailleurs fait tout un numéro, la Gazette, autour de cette thématique-là, alors qu'en fait, on se rend bien compte que ça n'enlève pas au maire son rôle d'employeur. Par contre, ça peut lui permettre d'avoir des outils pour Ouais. le densifier un peu. Et nous, on regrette un petit peu là-dessus, même en tant que prestataire extérieur, où parfois on va refaire le régime indemnitaire de l'Interco, puis derrière, la commune qui nous appelle en disant l'Interco a refait son régime indemnitaire avec vous, il faut qu'on le refasse aussi. Ouais. Et on se dit, ouais, Hmm. mais en fait, vous allez pas. À la limite, nous, ça nous fait travailler, mais quand même, ça nous embête un petit peu, quoi, parce qu'on se dit, oui, Mais mais. c'est vrai qu'on a le phénomène complètement inverse aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on travaille avec des intercos sur les politiques de régime indemnitaire, d'ailleurs, souvent, on nous dit surtout n'allez pas demander aux communes membres combien elles payent, parce que, il y a toujours cette peur qu'on vienne se piquer, entre guillemets, les agents entre nous. Non. Ouais. Et en fait, c'est dommage. Ouais. C'est dommage parce que, justement, si les agents, ils circulent entre les communes membres, l'interco, et qui reviennent et qui bougent, en fait, dans le fond, c'est bénéfique pour tout le monde. Mais Mais en comment tout on cas, sort de Maud, ça? si vous trouvez un exemple, n'hésitez pas à nous le Oui, transférer. non, mais là, je pense que c'est peine perdue, hein. Pour le moment, déjà, la mutualisation entre ville-centre et Interco, c'est déjà, ça se fait parfois quand même de manière assez douloureuse. Donc, Oui. ouais, pour l'instant, je pense que c'est pas plus mûr que. Mais parce qu'en fait, souvent, ça se fait autour d'objets très durs, très institutionnels. Alors qu'en fait, là, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'il y a potentiellement des choses qu'on peut faire où tout le monde est gagnant et où en fait, on n'est pas sur des mouvements d'intégration où on sent que l'interco, elle va prendre quelque chose aux communes. Là, on est plutôt sur des choses où en fait, 1 plus 1 égale 3. Et finalement, Hmm. chacun individuellement, on peut pas faire, mais quand on fait ensemble. Donc, c'est plutôt essayer. C'est un petit peu la conclusion d'ailleurs de notre webinaire. On avait parlé, voilà, il y avait eu quand même toute une phase historique de l'action publique locale qui était autour du communalisme. On a eu toute une phase sur l'intégration intercommunale. On a eu une petite phase quand même de réaction communaliste après cette phase d'intégration intercommunale. Je sais que la DGCF a produit aussi des papiers là-dessus. Et se dire, est-ce que demain, on ne pourrait pas faire de ces objets-là de mutualisation des vrais objets de coopération positive et pas des choses dont on a l'impression qu'on les fait un peu à marche forcée, des jeux à somme nulle, etc., quoi. Donc c'est aussi ça qui parfois tend un peu les acteurs sur la mutualisation, alors que sur les défis qu'on vous a présentés, on ne voit pas comment on peut faire autrement que faire ensemble. En fait, c'est ça Hmm. qui devient compliqué. Et donc, il y a quand même une ardente nécessité de redorer un peu le blason de cet outil, qui est la mutualisation, qui est quand même la forme la moins dirigée par l'État de coopération territoriale. De notre côté, nous commençons une réflexion et nous nous attaquons plutôt à l'axe avantages sociaux au regard du profil de nos communes. On s'est dit que c'était peut-être par cette voie que ce serait le plus simple de tenter une Hmm. réflexion autour d'une certaine mutualisation ou en tout cas alignement des principes Ouais. de politique sur les avantages Ouais, sociaux. super intéressant. Voilà. Ouais, ben Bah, c'est bien, c'est très c'est bien. un bon début et c'est peut-être ce qui risque le moins au départ. Donc c'est bien de Ouais. commencer pour Tout à ça. fait, ça crispe le moins, mais c'est certainement sur cet angle-là qu'on trouvait le plus de dénominateurs communs par rapport au profil de Tout nos à fait. communes. Donc voilà, comme c'est un essai, on en est qu'au balbutiement, on s'est dit que c'était peut-être la voie la plus simple pour démontrer après tout l'enjeu sur les autres sujets. Peut-être juste pour rebondir sur ce que la question de Madame Parnaudot, c'était, moi j'avais vu des exemples effectivement, bah, alors alors c'était, on peut pas dire que ce soit des DRH mutualisés, mais quand il y avait mutualisation, on était plutôt sur des modes de gestion. Donc en fait, on délègue de la gestion RH, mais pour le temps, les politiques RH sont pas mutualisées. C'est la limite en fait. Oui. Merci.
Oui, c'est ce qu'on observe aussi. Effectivement, on n'a pas d'exemple côté ADGCF de mutualisation avec toutes les communes, en tout cas, au-delà de la ville-centre, quand ça existe. Je vous ai mis dans le chat l'étude qu'on avait faite. Alors, je crois que ça remonte un peu, ça doit être 2020 ou 2021, sur l'administration locale partagée, effectivement, si ça vous Hmm. intéresse, c'est le relais dans la Gazette. Donc voilà, si vous voulez poursuivre les échanges ou les réflexions. Merci. Bon, en tout cas, nous, on arrive au bout de notre webinaire. À votre disposition si vous avez encore un peu de temps et des questions. En tout cas, ça a été un plaisir et merci aussi pour le côté interactif. On n'a pas eu l'impression de parler à un écran vide et c'était bien. C'est l'avantage quand on n'est pas beaucoup aussi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ben, merci en tout cas. En tout cas, moi, je vais faire écho de ces échanges et de ces informations dans mon article. Je vais m'y mettre de ce pas. Merci beaucoup. Merci à vous et au plaisir de Merci. vous interviewer Merci par beaucoup. ailleurs. Merci, au revoir, à Merci. Au bientôt. Ouais, revoir. au plaisir. Merci, au revoir. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, d'autres questions? Je sais pas, non? Ou on s'arrête là, peut-être? Bon. Eh ben, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end à tous. Merci à Mathieu et Amélie, Karine et Pascal Avec pour la plaisir. présentation. À Au revoir. bientôt. Au revoir. À Merci bientôt. beaucoup. Au Bonne journée revoir. à vous. Au revoir.